France Info, RFI, France 24 présente Planète Élysée 2022. Jean-François Aquili, Raphaël Kahn. Bonsoir. Les Français ont choisi. Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce sera le vote le dimanche le 24 avril. Deux visions de la France vont s'affronter pendant 2 semaines. Bienvenue dans ce Planète Élysée 2022 sur France Info Radio, sur France Info TV, le canal 27, sur France 24 et sur Radio France Internationale. Édition spéciale de 2 heures présentée avec vous, Raphaël Kahn de France 24. Et avec vous, Jean-François Aquili de France Info. Et oui, 2 heures pour tirer les enseignements, les enjeux de ce premier tour sur fond de guerre en Ukraine. Et alors que l'épidémie de Covid-19, elle sévit toujours, quel regard porte le monde sur notre élection? Comment voit-on les choses hors de France? Nous irons à Bruxelles, à Kiev, à Moscou, à Washington, à Berlin, Paris, Dakar ou encore Jérusalem. Nous irons aussi à Ouman, c'est en Ukraine. Nous verrons que cette élection peut changer, ce que cette élection peut changer sur la scène internationale. C'est donc 2 heures de direct, vous l'aurez compris, des grandes capitales et les analyses de nos experts et expertes présents sur ce plateau. Oui, avec, pour commenter les résultats de ce premier tour, les enjeux de l'élection, Alix Bouillaguet, éditorialiste politique sur France Info, Julie Marie Lecomte, journaliste au service politique de France Info. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour les enjeux de ce conflit vu du monde entier, Virginie Hertz, journaliste au service étranger de France 24, chroniqueuse sur notre antenne, Sylvie Noël, chef du service international à Radio France Internationale, et Bertrand Galichet, journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord un rappel des résultats de ce premier tour, c'est nécessaire. Emmanuel Macron, le président sortant, vous le savez, 27,84% des voix, affrontera Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, 23,15% des suffrages. Extrait. Le seul projet de la France et de l'Europe, c'est le nôtre. Je crois en nous. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin. Et derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en 3e position avec 21,95% des suffrages. Le leader de la France insoumise qui a appelé à ce qu'aucune voix de ses électeurs n'aille sur Marine Le Pen. Ce soir, il est faiseur de roi. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà le message répété de Jean-Luc Mélenchon hier soir, un paysage politique bouleversé, désormais divisé, ce paysage en 3 blocs. Et derrière, derrière c'est le chaos politique, il faut le dire, avec une abstention à un peu plus de 26%. Et vous le verrez, une incertitude totale pour le deuxième tour. Ouais, les clés et les enjeux, on va justement en parler. Et puis, c'est notre volonté, tout au long de cette soirée, vous faire vivre aussi la manière dont cette élection est vue hors de France. Allons d'abord à Bruxelles où l'on regarde l'élection en voisin, mais aussi parce que la France exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Bonsoir Pierre Benazet, RFI et France 24. On a suivi, on l'imagine, de près cette élection hier. Comment réagit-on chez les partenaires de la France à la possibilité de voir élue Marine Le Pen ? Alors, on réagit de manière très prudente et on évite soigneusement de faire des commentaires. Ça, c'est la théorie. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, à chaque fois qu'il y a une élection d'ailleurs dans un autre pays de l'Union européenne, on évite bien sûr de se prononcer avant que le résultat définitif soit connu. C'est une manière évidemment de ne pas paraître essayer d'avoir une quelconque ingérence dans une élection étrangère. C'est une manière aussi peut-être de ne pas se brouiller à l'avance avec un vainqueur inattendu lors d'une élection. Ça, c'est le premier point. En revanche, la perspective de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée, elle a été ouvertement critiquée par au moins un des pays qui a enfreint cette règle tacite du no comment. C'est le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, Jean Asselborn, qui a déclaré à Luxembourg ce matin qu'il fallait tout faire et qu'il fallait espérer que les Français empêche Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée. Il critique, lui, Jean Asselborn, le basculement de la France vers les extrêmes, en particulier vers l'extrême droite. C'est un point de vue qui peut faire écho à certaines opinions non dites, donc, dans d'autres pays. Par exemple, le fait que Marine Le Pen
se disent proches, se soient dites proches de Vladimir Poutine par le passé, est vue dans les pays d'Europe centrale et orientale comme une crainte pour leur sécurité, et le fait aussi qu'elle préconise de sortir la France du commandement intégré de l'OTAN est vu aussi comme un renoncement à la sécurité commune de l'Union européenne. Bref, ce sont des déclarations qui ne rassurent pas dans toute une partie de l'Union européenne. Très brièvement, hein, Pierre, le fait justement que Marine Le Pen puisse demain accéder à la présidence de la République, ça changerait quoi concrètement à la présidence française de l'Union européenne ? Alors pour cette présidence française, beaucoup disent ici que finalement le gouvernement actuel a relativement bien géré son agenda en casant le maximum de sujets de l'ordre du jour, de maximum de réunions dans les 3 premiers mois de cette présidence du Conseil de l'Union européenne, de manière à ce que tout soit acquis à l'avance, avant même le début de la période de réserve, ce qui fait dire à beaucoup de pays européens qui préconisent malgré tout la stabilité en France avec le maintien d'Emmanuel Macron, ce qui fait dire que finalement le président de la République actuelle est la meilleure personne à l'Élysée pour eux, puisque durant tout son mandat et en particulier durant cette présidence française, Emmanuel Macron a prouvé qu'il était le pro-européen que les autres capitales réclament en l'absence particulièrement d'un couple franco-allemand fonctionnel, puisque Angela Merkel est partie. Merci à vous, Pierre Benazet de RFI et France 24 en direct de Bruxelles. Je me tourne vers vous, Alix Bouillaguet. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que nous sommes désormais confrontés à 3 blocs politiques dans ce pays? Oui, la première démonstration, c'est que le vote utile, il a parfaitement marché. C'est vrai que c'était une inconnue. Et en fait, chaque bloc s'est reporté vers celui qui était capable d'approcher le premier tour. Donc, on retrouve Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et naturellement Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier cas. Et après, c'est... Emmanuel Macron, il a réussi son double objectif. Ouais. C'était de conforter son socle de premier tour. Il avait fait 24% en 2017. Là, il fait près de 3 points de plus. Et puis, c'était aussi de continuer le dynamitage de l'échiquier politique, ce qu'il avait commencé en 2017. On voit qu'avec l'effondrement à la fois du Parti des Républicains et du Parti Socialiste, eh bien, il achève un petit peu ce dynamitage. Julie-Marie Lecomte, la conséquence de ce vote utile, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui 2 candidats très hauts et qualifiés, un troisième qui, aujourd'hui, finalement, recèle les seules réserves de voix possibles, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a indiqué, on l'a entendu, qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen, mais qui brouille nécessairement un peu la donne en n'appelant pas, et on s'y attendait, il a fait la même chose en 2017, à voter Emmanuel Macron. Et en fait, ce qui fait peser une incertitude sur le second tour, et ce qui nécessairement va peser sur la campagne d'entre-deux tours, c'est qu'il est fort possible ayant entendu cet appel et ayant chez Jean-Luc Mélenchon ce type de positionnement, on ne connaisse pas finalement exactement la nature du corps électoral lors du second tour. Qui ira se déplacer ou non. Moi, j'étais hier soir au QG d'Emmanuel Macron et d'ores et déjà, il y avait une vraie inquiétude chez les militants d'Emmanuel Macron qui disaient il va vraiment falloir aller convaincre notamment ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup en avaient d'ailleurs dans leur entourage et ils me disaient ça va être très très compliqué parce que eux se sont déplacés au premier tour, certes ont eu un vote utile mais ne feront pas partie des électeurs dans 15 jours. Et à contrario, ils s'interrogeaient également sur ceux qui n'étaient pas allés voter lors du premier tour et qui pourraient se déplacer en revanche lors du second. Virginie Hertz, je ne sais pas comment c'est perçu, nous allons le voir tout au long de cette émission vu de l'étranger, mais c'est une France en colère toujours qui vote aujourd'hui? Certainement, en tout cas, à l'étranger. Alors, quand je parle de l'étranger, là, je parle surtout de l'Europe et des États-Unis. On craint, on craint que le front républicain ne tienne pas et qu'il y a une sorte de fatigue par rapport à ce front républicain. Et ce qu'a dit tout haut le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, on l'entend dans la presse en Allemagne, dans les pays voisins, en Espagne également. Tous craignent que Marine Le Pen vienne au pouvoir. Juste à propos du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois,
rapidement dans la twittosphère, ça a été utilisé par les partisans de Marine Le Pen pour dire c'est pas étonnant, les soutiens de Macron à l'étranger, ça vient de Luxembourg qui est réputé à être un paradis fiscal et ça commence effectivement, enfin bon, voilà, il y a eu pas mal de polémiques autour de ça. Sylvie Noël, on craignait au départ que la France occupant la présidence tournante de l'Union européenne, eh bien l'agenda politique français, l'élection, ne paralyse finalement cette présidence. Or, via la guerre en Ukraine, est-ce que ce n'est pas l'inverse qui s'est produit, finalement, cette campagne congelée par la situation internationale et la responsabilité française vis-à-vis de l'Europe? Mais tout à fait. Il faut se souvenir qu'au début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, dans les capitales européennes, on avait admis, et voire on regrettait le fait que cette présidence française tournante durerait 3 mois et pas les 6 mois. D'ailleurs, Paris avait créé sur ces 3 mois quasiment 300 réunions, donc ça montrait bien qu'on allait s'impliquer sur le début de ce mandat. Et puis au final, avec le 24 février, le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, c'est tout l'inverse qui va se dérouler, puisque ce n'est pas la campagne qui va s'effacer, c'est le président Macron qui va voir la campagne bouleversée et voire même sa campagne à lui écrasée par cette guerre. Un seul meeting, on le disait, et en parallèle, une activité diplomatique intense avec Kiev, avec Moscou. Mais Alix Bouillagé, je rebondis sur ce que disait à l'instant Virginie Hertz. Est-ce que ce front républicain a toujours aujourd'hui une réalité en 2022 ? Il me semble que c'est beaucoup moins net que ça n'a pu l'être. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, cet après-midi, en déplacement dans les Hauts-de-France, reconnaissait lui-même que ce front républicain n'existait plus. Du côté des Républicains, on voit bien que c'est même pas un nini, c'est pas de consigne de vote, mais pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. On est sur des ambiguïtés. Parce que les lignes de Marine Le Pen ont bougé. Parce que les lignes de Marine Le Pen ont bougé, parce qu'elle a fait une campagne où effectivement, elle a à la fois édulcoré tout le côté abrasif de sa campagne. On a vu, elle a reculé sur la sortie de l'euro, sur la sortie de l'Europe, elle a reculé sur la retraite à 60 ans. Tout ce qui dépassait. Hein, oui. Voilà, elle maintient 62 ans, sauf 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Donc effectivement, elle a vraiment totalement lissé son programme. Et puis elle a laissé Éric Zemmour faire de la surenchère sur ses dossiers, immigration, sécurité. Donc elle est identifiée comme ça, elle n'a pas besoin de se faire un marquage davantage marqué par ces sujets-là, et donc elle peut explorer effectivement d'autres sujets comme le pouvoir d'achat. Bertrand Galichet, si on suit l'exemple de ce qui a pu se passer en Europe, ça a été le cas en Italie, ça a été le cas en Autriche, de partis dits d'extrême droite qui progressivement se normalisent jusqu'à accéder au pouvoir. Elle a un chemin de fer écrit devant elle, Marine Le Pen, pour accéder, une stratégie qu'elle peut suivre aujourd'hui. Alors rien n'est jamais écrit, et puis vous savez comme moi les sondages et l'écart qui est assez faible pour le deuxième tour. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, tout est possible. Ça, c'est le premier point. Elle a, comme on vient de le dire, lissé beaucoup son image. Ça marche plutôt bien en France, ça marche moins bien en Europe. Les capitales européennes sont très inquiètes. Je reviens de Berlin où j'étais ce week-end, où j'ai parlé avec à la fois des Allemands de la rue et puis quelques officiels et des Français expatriés aussi. Et il y a effectivement cette crainte que l'Europe bascule à cause d'une possible, éventuelle élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, parce que pour les Allemands, c'est vraiment le scénario catastrophe. Oui, je voudrais revenir avec vous, Julie-Marie Lecomte. Je ne sais pas comment c'est perçu depuis l'étranger, mais il y a cette quasi-disparition des deux grands partis de gouvernement qui auront dominé la vie politique française durant la Ve République, ce que fut le Parti gaulliste, les Républicains aujourd'hui, et le Parti socialiste. Littéralement, qu'est-ce qui leur arrive? Aspiré par le parti d'Emmanuel Macron au centre? Alors la question, c'est de savoir si ils sont dans une... Dans une phase, disons, si vous rentrez dans une phase végétative, avant éventuellement de pouvoir réapparaître ou se reconstruire, notamment dans la perspective de 2027. Bon, là, c'est peut-être un petit peu prématuré d'en parler, mais effectivement, aujourd'hui... S'ils existent encore un jour, 1,75% pour Anne Hidalgo et 4,78% pour Valérie Pécresse. C'est un peu la nature du débat qu'il y a eu aujourd'hui chez les Républicains, où effectivement, certains se disent
après tout, en 2027 se posera la question de ce qui pourra subsister de la Macronie ou du macronisme. Donc, tâchons, nous, de nous régénérer à ce moment-là, parce qu'après tout, il est fort possible que ce soit autour d'Emmanuel Macron qu'en 2027 jouent des forces centrifuges qui par une sorte de cycle historique, ferait que, de nouveau, on assiste à une recomposition et, après tout, pourquoi pas à une explosion de la Macronie. Peut-être que la nature de la droite, de la gauche auront changé. Les concepts de droite et de gauche sont remis en cause par Emmanuel Macron, mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est si il n'existe plus probablement dans les partis, existe-t-il ou non encore dans l'esprit des citoyens et des électeurs? Alix Bouyaillé. Oui, c'est peut-être pour ça que cette recomposition politique, elle repose sur un seul homme, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passera dans 5 ans quand Emmanuel Macron sera plus là? Quant aux 2 autres partis dits classiques, la SFIO, elle a bien disparu en 69. Il y a eu le congrès d'Épinay et finalement le Parti socialiste est rené de ses cendres avec d'autres bases. Il y aura toujours à un moment un parti de la droite conservateur. Donc finalement, on est peut-être dans une péripétie de l'histoire et on retrouvera nos blocs et notre alternance telle qu'on l'a connue souvent sous la Ve République. Allez, une élection, vous le savez, qui a été percutée, pour ne pas dire quasiment empêchée par la guerre de Poutine en Ukraine. Nous nous rendons à présent à Ouman, cette ville qui se trouve au sud de Kiev, d'où fuient les réfugiés en provenance de l'Est, des régions séparatistes du Donbass. Bonsoir à vous, Karim Yayaoui. Bonsoir. Vous êtes journaliste envoyé spécial de France 24. Karim, avant d'évoquer cette élection présidentielle en France, peut-être vue d'Ukraine, où en est la situation, j'allais dire presque militaire sur le terrain, et c'est aussi le sort des réfugiés ukrainiens? La situation est très complexe. Alors, il y a eu des couloirs humanitaires qui, théoriquement, ont été ouverts le week-end dernier, mais très peu de civils ont réussi à quitter les zones de l'Est du pays, notamment dans le Donbass. La situation à Mariupol est catastrophique et du côté des autorités ukrainiennes, on est en train d'accepter l'idée qu'on ne sera pas en capacité de reprendre la ville de Mariupol. À l'Est, il y a aussi Kharkiv, Severodonetsk, qui sont régulièrement la cible des frappes russes, des Russes qui semblent de plus en plus resserrer leur étau sur le Donbass, alors qu'ils ont abandonné l'idée de prendre Kiev déjà depuis un moment. En tout cas, ceux qu'on a croisés et qui ont réussi à sortir de cet enfer à l'est du pays sont souvent désemparés, avec tout de même l'espoir peut-être de pouvoir retourner un jour chez eux, un espoir qu'ils caressent, mais qui semble bien lointain. Alors nous, on est à Ouman, dans une ville centrale en Ukraine, une ville centrale parce qu'elle est vraiment au cœur du pays. Et ici, on a encore l'espoir de gagner la guerre, de reprendre le Donbass. Alors on se mobilise comme on peut. On a rencontré un certain nombre d'agriculteurs qui parfois ont fui des zones comme Kherson, qui est une ville sous contrôle russe ou quasiment sous contrôle russe depuis un moment, et qui, lorsqu'ils en ont les moyens, participent à l'effort de guerre. On a rencontré un riche propriétaire terrien qui met toute sa fortune à aller acheter des pick-up dans les pays frontaliers de l'Ukraine pour les ramener et pouvoir les transformer pour qu'ils puissent avoir un usage militaire. Alors ici au centre du pays, on a encore l'espoir de l'emporter, mais c'est vrai que tout ce qui provient de l'Est et notamment de Dnipro est assez alarmant. Et du côté des autorités ukrainiennes, on le répète déjà depuis plusieurs jours, l'assaut russe se prépare sans doute toujours plus précisément. Un nouvel homme a été nommé à la tête de l'offensive russe, un ancien de Syrie, alors qu'on évoque aussi le rappel de 60 000 réservistes. Donc l'étau se resserre à l'est de l'Ukraine. Vu d'Ukraine, où vous vous trouvez, on a conscience que les enjeux de politique intérieure française semblent bien dérisoires. Pour autant, cette élection, le fait qu'il y a une échéance électorale et potentiellement un changement de pouvoir demain en France, on en parle en Ukraine?
On en parle un petit peu ici à Ouman. On a rencontré un certain nombre de personnes qui, lorsqu'ils ont constaté qu'on était français, ont évoqué cette élection. Mais surtout, ils en ont profité pour lancer un appel à la France pour qu'elle renforce son aide, pour qu'elle renforce sa pression. Alors c'est un appel lancé à la France, mais lancé aussi à l'ensemble de la communauté internationale. Plus d'aide, plus de sanctions, plus d'armes. On a rencontré notamment un responsable local qui nous expliquait que dans son exploitation, on utilisait encore très récemment du gaz russe et qu'on a converti tout le système pour se passer de ce gaz russe. Et c'était une façon de dire que vous aussi, vous pouvez le faire en France et en Europe. Donc les regards sont tout de même tournés vers l'Ouest et notamment vers la France pour que, après cette élection, peut-être, on renforce encore un peu plus l'aide qui est apportée au peuple ukrainien. Encore un mot avec vous, Karim Yayaoui. Il y a eu ces visites on va dire, de personnalités en soutien, notamment celle de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, très remarquée, ou alors le Premier ministre Boris Johnson. Est-ce que, au fond, pour la population qui vit cette guerre sous les bombes, est-ce que ça compte, ce soutien des dirigeants étrangers qui viennent à Kiev ? Ça compte parce qu'il faut le rappeler, cette guerre, c'est aussi parce que la Russie redoutait que l'Ukraine se rapproche toujours plus de l'Europe, de l'OTAN, qu'elle intègre l'OTAN, qu'elle devienne un pays de la communauté européenne. Et donc, finalement, toutes ces visites, pour ces citoyens ukrainiens, c'est le sentiment finalement d'appartenir à cette Europe, même s'ils espèrent une aide plus importante, même s'ils veulent que l'Europe s'implique plus. Eh bien, le passage de ces hommes politiques, que ce soit Ursula von der Leyen ou encore Boris Johnson, est très apprécié parce que symboliquement, il donne le sentiment aux Ukrainiens d'appartenir à un monde bien différent de celui que Vladimir Poutine veut leur imposer. Merci Karim Yayaoui avec nous donc en direct d'Ouman, c'est en Ukraine. Bertrand Galichet, contrairement, on l'a entendu à Ursula von der Leyen, à Boris Johnson, Emmanuel Macron ne s'est donc toujours pas rendu en Ukraine. Une visite est-elle possible d'après vous dans cet entre-deux-tours ? Alors, dans cet entre-deux-tours, ça n'est pas certain parce que c'est toute la question du tempo. Sur le principe de la visite, je pense qu'elle aurait toute sa place et toute sa cohérence dans l'action que mène le président de la République depuis le début, en soutien à Volodymyr Zelensky et en soutien à l'Ukraine, avec parallèlement cette action de négociation ou en tout cas de tentative de dialogue avec Vladimir Poutine. Donc, naturellement, je pense que c'est un sujet qui est à l'Élysée sur la table. Après, faut-il y aller maintenant ? Est-ce que ça ne risque pas d'être interprété finalement comme une instrumentalisation du conflit ? Est-ce que c'est productif ou pas à ce moment précis ? C'est une question qui se pose pour la campagne du président de la République. Alix Bouilladé, qu'est-ce qui se dit à l'Élysée à ce sujet ? Effectivement, la question du timing, c'est la question qui est cruciale. C'est y aller pour qu'il ne se passe pas grand-chose de plus, pas grand-chose de moins. C'est prendre le risque, finalement, de se dire que le président qui est en charge de l'Union européenne n'est finalement pas capable de faire bouger les choses. Donc, c'est quand même un gros risque quand lui-même est en campagne pour sa réélection. Il a fallu le faire avant, c'est ça ? Peut-être avant, parce qu'effectivement, quand on a vu qu'Ursula von der Leyen, Boris Johnson sont partis, il aurait pu effectivement faire ça avant. Maintenant, dans l'entre-deux-tours, c'est vrai que ce risque d'instrumentalisation, qui lui a déjà d'ailleurs été reproché quand la guerre a commencé, le côté « je suis en surplomb de cette campagne et du coup, je ne fais pas campagne parce que je suis désolée, je suis avec Vladimir Poutine le matin, Volodymyr Zelensky l'après-midi », ça effectivement lui a été reproché, ça pourrait lui être reproché à nouveau. Mais Virginie, oui. D'ailleurs, Emmanuel Macron a répondu cet après-midi, depuis son déplacement, à cette question qui lui a été posée d'un déplacement à Kiev. Et il a été assez clair. Il a dit « je n'irai pas pour une visite d'ambassade ». Et il l'a répété « je n'irai que si c'est utile ». Virginie Hertz, justement, ça lui a été reproché à Emmanuel Macron. Il en a vraiment bénéficié, le chef de l'État. Ses meetings escamotés, finalement annulés à la dernière minute. Il n'en a eu qu'un à Paris pour se concentrer pleinement sur la guerre en Ukraine. Jusqu'à quoi ? Presque une semaine avant le premier tour. Alors, il y a eu deux phases, en fait. Il y a eu la première phase où, effectivement, le rôle de chef des armées, chef de la diplomatie, chef de la politique étrangère lui a été favorable. En tout cas, ça se traduisait dans les sondages et c'est ce qu'on appelle un effet drapeau en sciences politiques ou en relations internationales. Et après, ça, effectivement, les critiques ont suivi. Maintenant, la question, c'est quand même vraiment, effectivement, dans cette
entre deux tours de 2 semaines. Ça va être 2 semaines cruciales en Ukraine. Il va y avoir certainement ce renforcement de l'attaque russe dans le Donbass. Donc il va falloir prendre des décisions assez importantes. Comment le candidat président va pouvoir réagir par rapport à cela ? Il a été critiqué aussi par Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens assez... mais de voce quand même. Hein. Voilà, mais en disant, voilà, vous les Français, les Occidentaux en général, vous dites beaucoup de choses, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Sylvie Noël, dans notre ordre d'idées, la proximité ancienne de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine ne l'a pas empêché d'être qualifiée pour le deuxième tour. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur la campagne électorale, ce que j'ai trouvé notable aussi pendant cette campagne, le dialogue entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'a pas été un clivage, ça n'a pas été une question dans cette campagne. Et la personne qui a interpellé Emmanuel Macron, c'est finalement le Premier ministre polonais. Donc il faudra aussi sans doute penser, voir plus large dans cette remarque du Premier ministre polonais qui expliquait, qui demandait à Macron pourquoi il continuait à discuter, est-ce qu'il aurait discuté avec Hitler. Je pense qu'il faut inscrire cette remarque dans un cadre beaucoup plus large pour le futur président ou la future présidente. La Pologne dit aussi, dans le cadre de négociations de paix qui viendront avec la Russie, on a joué un rôle important dans cette guerre par l'accueil des réfugiés et on aura notre mot à dire. Allez, Planète Élysée 2022, il est 20h30. France Info, RFI, France 24 présente Planète Élysée 2022. Et l'info, c'est avec vous. Bonsoir, Édouard Marguier. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Premier soir de campagne de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron défend sa réforme des retraites avec un départ à l'âge de 65 ans, mais ne veut pas diviser le pays sur ce sujet. Cette réforme ne se fera pas du jour au lendemain, promet-il sur BFM. Le président candidat n'exclut pas d'ailleurs un référendum sur la question. Son adversaire, Marine Le Pen, est en campagne dans l'Yonne pour parler pouvoir d'achat. Elle promet des mesures pour anticiper l'inflation avec un panier de produits avec une TVA réduite à 0%. Jean Lassalle votera blanc. Le candidat résistant, 3,13% des voix au premier tour, l'annonce sur Facebook et laisse le libre choix à ceux qui ont voté pour lui. L'Union européenne va augmenter les livraisons d'armes vers l'Ukraine. C'est ce que promet en tout cas la ministre des Affaires étrangères allemande. Elle se trouve à Bruxelles avec ses homologues. L'Italie obtient un accord avec l'Algérie à propos du gaz. Rome importera plus de gaz algérien afin de réduire sa dépendance au gaz russe qui représente actuellement 45% des importations dans la péninsule. Accord trouvé aujourd'hui par Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, en déplacement à Alger. Aux Philippines, des pluies diluviennes et meurtrières. Les autorités déplorent la mort de 24 personnes dans des inondations et dans des glissements de terrain. Le site internet des impôts fonctionne à nouveau. Il est de nouveau possible de déclarer ses revenus en ligne. Le service est resté suspendu tout le week-end pour résoudre des erreurs sur des déclarations pré-remplies. 1 million de contribuables environ sont concernés. Ils recevront d'ailleurs un message pour s'assurer que l'erreur est corrigée. Planète Élysée 2022, Raphaël Kahn, Jean-François Aquili. Merci Édouard Marguier. Planète Élysée 2022, la suite et les conséquences politiques du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, avec parmi les questions posées, avec qui celui ou celle qui l'emportera dimanche 24 avril gouvernera demain et pour mener quelle politique ? Et pour mener quelle politique ? Je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Vous n'avez pas peur de ce second tour ? Mais j'ai jamais peur. Je vais au combat. Et je vais au combat dans les terres les plus difficiles et j'ai de l'énergie. Mais je suis juste lucide sur le fait qu'il y a 5 ans, c'était pas non plus un Front républicain. Voilà donc le président qui est devenu cette fois vraiment candidat, qui fait du terrain. C'était aujourd'hui à Denain dans le Pas-de-Calais. Donc Emmanuel Macron, vous l'avez compris, qui s'exprimait sur le fameux Front républicain. Pas plus de Front républicain à ses yeux. Je me tourne vers vous, Julie-Marie Lecomte. Emmanuel Macron va-t-il reprendre, c'est la question qu'on se pose, les mêmes ministres? Va-t-il changer de Premier ministre? Est-ce qu'il va remanier avant les législatives? Ce sont des questions, c'est pas seulement de la mécanique qui intéresse les
les journalistes que nous sommes, cela concerne aussi les électeurs qui se posent des questions avant le deuxième tour. Alors, de ce que j'en sais, oui, il veut remanier. Ça, il l'a dit. Il veut du renouveau, pardon. Ça, il l'a dit publiquement. Deuxième chose qui semble acquise, y compris dans l'entourage de Jean Castex, c'est qu'au lendemain du deuxième tour, ce dernier donnera sa démission et laissera les coups des franches à Emmanuel Macron. Qui, à ce moment-là, pourra envoyer un signal, reste à en déterminer la nature. Et ça, ce qui est assez frappant quand on discute avec l'entourage d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'en réalité, avec qui, comment, en fait, on verra. Et on verra en fonction des équilibres, de l'équilibre des forces, de la puissance des uns et des autres, y compris de la participation au lendemain du second tour. Donc en fait, la composition du gouvernement d'Emmanuel Macron d'ici les législatives, puis probablement de nouveau après les législatives, se voudra être le reflet de la perception qu'aura le président de ce qu'est le pays à ce moment-là et du message que lui a envoyé le pays. Ça veut dire qu'il va falloir attendre jusqu'aux législatives, Alix Bouillaguet. Lorsqu'on voit toutes les élections intermédiaires, La République En Marche, peut-être hormis les européennes, n'a pas pu s'ancrer dans le territoire. Oui, parce qu'elle n'était déjà pas ancrée, il n'y avait pas beaucoup d'élus auparavant, donc finalement c'était plus compliqué pour elle. Moi je pense qu'effectivement Emmanuel Macron ne va pas aller vers une coalition à l'allemande, c'est-à-dire en ayant des alliés avec d'autres partis. Il va continuer à construire ce qu'on appelle aujourd'hui la maison commune, la fameuse maison commune avec toutes les sensibilités. Ça va du MoDem jusqu'au petit parti de la droite, Agir, ou Territoires et Progrès plutôt à gauche. Donc il va continuer de nourrir ça. Il y aura un homme qui devra se positionner à un moment, c'est Édouard Philippe, qui, avec son parti Horizon, fait partie de cette grande maison commune, mais en même temps veut garder sa liberté, notamment pour les circonscriptions, pour les législatives. Voilà. Donc c'est vrai que dans la foulée de la présidentielle, normalement, législative devrait s'annoncer assez, pas trop compliqué, on va dire, pour Emmanuel Macron. Mais en tout cas, on devrait retrouver une structure un peu similaire à ce qu'on a vu sous ce quinquennat. Virginie Hertz. Oui, une maison commune, mais dont les portes, a priori, semblent grandes ouvertes. En tout cas, c'est le message qu'essaye de faire passer Emmanuel Macron depuis ce matin, depuis hier soir même, en disant on peut tout recommencer, on peut tout réinventer, comme si on avait une page blanche. Alors évidemment, c'est de la communication politique, mais c'est le message qu'il essaie de faire passer en ce moment. Et donc, la maison commune, oui, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes sur sa configuration et sur son architecture. Alors, Marine Le Pen, va-t-elle, elle, pouvoir constituer le gouvernement d'union nationale qu'elle appelle de ses voeux? La présidente du Rassemblement national ne croit pas aux consignes de vote, elle l'a dit, elle l'a répété, elle s'adresse à tous les électeurs, elle l'a dit d'ailleurs lors de son déplacement aujourd'hui dans le département de l'Yonne. Moi, je ne crois pas aux consignes de vote, je n'y ai jamais cru, donc je me réjouis à chaque fois que quelqu'un exprime le souhait de voter pour moi. Mais encore une fois, la Ve République veut que la présidentielle soit la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple. C'est ce que j'ai fait au premier tour, c'est ce que je continuerai à faire au second tour. Julie-Marie Lecomte, ça veut dire qu'elle ne fera pas de négociation d'appareil. Marine Le Pen, elle ne tendra pas la main directement à Reconquête, par exemple, ou à LR. Écoutez, quand on discute, quand on croise aujourd'hui des lieutenants de Marine Le Pen, très clairement, ils feront aucun effort pour tendre la main à ceux dont ils considèrent qu'ils les ont trahis. Donc là, il faut faire la distinction entre la main tendue à des électeurs et puis la main tendue soit à des directions de partis, soit à des partis dans leur ensemble. Son intérêt, en tout cas, ce n'est pas de tendre la main ou d'être trop visible, en tout cas, à proximité de sa droite, mais plutôt d'aller vers sa gauche, vers Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, Alix Bouillaguet? C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'effectivement, elle accueille à bras ouverts tous les électeurs d'Éric Zemmour. Mais pourquoi elle n'officialisera jamais une union entre les deux? C'est que, premièrement, elle est en phase de dédiabolisation, de normalisation, de présidentialisation. Donc surtout, on laisse les outrances à Éric Zemmour et on reste dans la ligne droite de cette première campagne de premier tour. Et puis
Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, et puis, allez. Non, et juste pour terminer, ça y est, Alex je Bouillaguet, de ma pensée concernant... en fait, elle est obligée, en plus, de faire un grand écart et de draguer aujourd'hui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, elle ne peut pas à la fois s'afficher d'une part avec Éric Zemmour et puis d'autre part dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon... Virginie Hertz, pour compléter ce qui est dit à l'instant par Alix Bouillaguet et par Julie-Marie Lecomte, quand Marine Le Pen, elle l'a dit sur France Info, elle est interrogée par un auditeur qui lui dit « J'ai envie de voter pour vous, mais moi, je n'ai pas confiance en vous ». C'est un auditeur d'origine, on va dire, étrangère. Elle explique aujourd'hui qu'elle veut donner la priorité aux Français, mais elle précise, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, en fait, tous les Français, est-ce que vous pensez qu'il y a là une sorte de virage qui est opéré, une clarification qui est à même d'élargir sa base électorale ? Alors une clarification, non, certainement pas. C'est sûr qu'elle a eu une stratégie de normalisation. Maintenant, son programme est quand même celui de la préférence nationale. Donc il n'y a pas particulièrement d'ambiguïté par rapport à ça. Son discours est moins violent que ce qu'il n'a été et il a pu l'être grâce à la présence d'Éric Zemmour. Maintenant, elle reste sur, oui, la préférence locale, la préférence nationale, la préférence française. Il avait été en tout cas l'un des premiers chefs d'État à l'époque reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, à peine élu, c'était le 29 mai 2017, Vladimir Poutine. Après la guerre qu'il a déclenchée en Ukraine, les massacres perpétrés par son armée à Boutcha et dans d'autres villes meurtries, quelle sera la relation demain qu'entretiendront la France et la Russie? Pour en parler, nous sommes en ligne à présent avec Sylvain Tronchet, qui est en direct avec nous, correspondant de France Info à Moscou. Pourra-t-on, Sylvain, continuer demain à parler à Vladimir Poutine comme Emmanuel Macron l'a fait ces dernières semaines? C'est encore difficile à dire dans l'état actuel des choses. Ça dépendra évidemment du candidat qui sera élu dans une quinzaine de jours, parce que les deux ont un tropisme très différent avec la Russie, une histoire très différente avec ce pays. Ce que l'on peut dire du cas d'Emmanuel Macron actuellement, c'est que c'est l'un des chefs d'État, sinon le chef d'État occidental, qui est probablement le plus en contact avec Vladimir Poutine depuis le début de cette crise. C'est-à-dire, quand je dis cette crise, ça veut dire que je remonte avant même le déclenchement de la guerre. Et que même si ces contacts n'ont pas été très fructueux, au sens où si on fait le bilan de ce qu'a obtenu Emmanuel Macron, ce bilan est désespérément vide, mais peut-on lui reprocher? Après tout, les autres chefs d'État occidentaux n'ont pas fait mieux. Néanmoins, la stratégie d'Emmanuel Macron est de dire qu'il faut maintenir le contact coûte que coûte, même si cela doit lui coûter et ne pas apporter grand-chose. Sylvain Tronchet, où en est la relation aujourd'hui, de ce que vous en savez? Vous aviez enquêté jadis à ce sujet de la relation entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Alors pour le coup, il y a une connexion évidente. Déjà, si on veut essayer de formaliser les choses, dans l'environnement de Marine Le Pen, il y a des gens qui sont totalement connectés à la Russie depuis longtemps, au premier rang desquels Thierry Mariani. Ça n'est pas un secret. D'ailleurs, on lui a demandé aujourd'hui, dans l'environnement de Marine Le Pen, de se mettre un peu en retrait, puisqu'elle a essayé d'effacer un peu les traces trop voyantes de sa relation avec Vladimir Poutine, qu'il l'avait reçu lors de la dernière campagne en 2017. Je voyais hier soir parmi les porte-paroles de Marine Le Pen qui intervenaient sur les chaînes d'information Jean-Lin Lacapelle, qui est un député européen. Il a été sanctionné très récemment par le Parlement européen, Jean-Lin Lacapelle, pour avoir participé à un voyage en Crimée, qui était officiellement un voyage d'observation d'un référendum, mais dont on sait bien que pour les Russes, il servait en quelque sorte d'onction de députés européens qui leur permettent à un moment de faire un peu d'entrisme et d'avancer vers la reconnaissance qu'ils voudraient de ces territoires qu'ils occupent illégalement, au sens du droit international. Parmi les conseillers de Marine Le Pen, il y a eu des gens comme Émeric Choprade, qui aujourd'hui sont des défenseurs avéré de la Russie. Il suffit d'aller voir son compte Twitter, Émeric Choprade, qui a été député européen à Rassemblement National. Enfin, les connexions sont évidentes, et je ne parle même pas du prêt que le Rassemblement National n'en finit pas de rembourser auprès d'une banque russe et qui ne peut pas avoir, en tout cas, été délivré et renégocié sans, à minima, un quitus du Kremlin. Il y a, même si Marine Le Pen veut l'effacer, une véritable connexion entre la Russie et le Rassemblement national, même si ça n'est pas une connexion, à mon sens, en tout cas idéologique. C'est une connexion d'opportunité. C'est-à-dire qu'on l'avait très bien vu en 2017 à un moment,
À un moment, les Russes se sont rapprochés de la candidature Fillon parce qu'ils l'envisageaient comme un authentique soutien. Jusqu'au moment où cette candidature a capoté, ils sont revenus vers Marine Le Pen. Et de la même façon, dans cette campagne, on a vu que les Russes faisaient d'une certaine façon un peu les yeux de Chimène à Éric Zemmour. Et il est probable qu'il se rapproche de nouveau de Marine Le Pen. C'est de l'opportunisme politique, hein. En revanche. Il faut pas se tromper sur le sens idéologique de ce genre de soutien. Allez, merci à vous, Sylvain Tranché, pour ce regard vu de Moscou de notre élection présidentielle française. Bertrand Galichet, est-ce que vous pensez que le positionnement de chacun des deux candidats peut peser entre deux tours? Alors, vis-à-vis de la Russie. Vis-à-vis de la Russie, juste pour peut-être ajouter un élément à ce que vient de dire Sylvain Tronchet, c'est vrai que de Moscou, l'opportunisme est évident sur les candidats. On l'a vu au cours des scrutins précédents. Du côté de Marine Le Pen, il y a quand même une vraie proximité idéologique avec Vladimir Poutine, avec la Russie, avec son mode de gouvernement, avec la façon dont il fonctionne en général. Et en même temps, à cause de l'enjeu très fort qui existe aujourd'hui, on a un peu l'impression que Vladimir Poutine est devenu un caillou dans sa chaussure. C'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock. Vous savez, elle essaye de s'en débarrasser, mais c'est pas très facile. Et elle dit aujourd'hui un peu être victime de cette image de proximité. Et c'est la raison pour laquelle elle explique que tout a changé depuis l'invasion de l'Ukraine il y a quelques semaines et que son point de vue sur la Russie de Poutine aujourd'hui a changé. Est-ce que les électeurs français vont être très sensibles à cela ? C'est sans doute le cas. Ça, vous savez, coûtait très cher à Éric Zemmour. Ça a aussi des conséquences pour Marine Le Pen, mais voilà, elle essaye de se mettre un peu en retrait. Alors Marine Le Pen, elle s'en défend. Julie-Marie Lecomte, elle explique qu'elle n'avait pas d'autre possibilité pour se financer qu'avoir recours aux banques russes, qu'on lui aurait coupé toute source de financement ici. Est-ce que c'est une défense qui tient, d'après vous? Et en tout cas, ce que je trouve intéressant dans l'inflexion du discours de Marine Le Pen récemment, c'est que finalement, elle tente de tirer son positionnement vers celui qui est finalement celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, elle dit moi j'ai un rapport normal ou normalisé avec Vladimir Poutine. Finalement, c'est exactement ce que défend et ce que fait Emmanuel Macron. En tout cas, c'est un dossier qu'elle tente de neutraliser. Alix Bouillaguet et ensuite Virginie Hertz. Est-ce qu'au fond, pour rebondir sur ce que dit à l'instant Bertrand Galichet, les électeurs français sont soucieux du positionnement des deux candidats vis-à-vis du président russe? Est-ce que ça pèse, cette histoire? En tout cas, je ne suis pas convaincue, moi, que les relations entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine aient pu peser, parce que sinon, il y aurait eu un impact très vite dans la campagne. On a vu que pour Éric Zemmour, il y a eu un impact très rapide sur l'accueil des Ukrainiens. Sur la question des réfugiés. Il ne voulait pas les accueillir, les Français y étaient favorables. Et voilà, dans un premier temps, il a dit non, puis dans un second temps, il a commencé à décrocher. En revanche, c'est vrai que Marine Le Pen, elle a assez habilement réussi à neutraliser cette affaire. Et aujourd'hui, elle ne dit pas, il ne faut pas donner de sanctions, il faut y aller, faire des sanctions, mais pas trop. Il faut préserver le pouvoir d'achat des Français. Et puis, il faudra pouvoir déjà penser à l'après et pouvoir continuer à entretenir des liens diplomatiques. Elle est effectivement sur le fil, mais je ne pense pas que c'est un impact dans l'élection. Virginie Hertz. Oui, c'est en ça que finalement, elle a infléchi sa position par rapport à la Russie, mais elle est quand même clairement, par rapport à Emmanuel Macron, pour une issue diplomatique la plus rapide possible. Et le lien avec l'élection présidentielle de deuxième tour, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, les électeurs peuvent vouloir s'orienter vers celui qui leur garantira une énergie moins chère, ce qui veut dire aussi rapidement avoir trouvé une issue diplomatique ou une issue politique avec la Russie. Sylvie Noël, les plus récentes élections en Europe, c'était le cas en Hongrie et en Serbie, n'ont pas montré visiblement une défiance des électeurs vis-à-vis des candidats proches de Vladimir Poutine. Ben non. Par exemple, dans la campagne de Viktor Orban, après le 24 février, le déclenchement de la guerre, effectivement, il y a quelques jours de flottement, mais Viktor Orban, qui pourtant s'était rendu
à Moscou quelques semaines auparavant, réussit à retourner l'opinion en se présentant comme le protecteur. Donc la Hongrie n'entrera pas en guerre, même si elle est à la frontière avec l'Ukraine. Et puis protecteur aussi, d'une certaine façon, du pouvoir d'achat. Quand il dit d'accord pour les sanctions actuelles, mais hors de question d'envisager un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Parce que ça, la Hongrie est dépendante des livraisons de gaz russe à plus de 90%. Et donc là, c'est non. Et il y a un rapprochement quand même, effectivement, avec la position de Marine Le Pen concernant les sanctions. Non, si ça a un impact sur l'économie française. Virginie Hertz, sur ce que peuvent échanger les deux candidats désormais par rapport à Poutine. Au fond, il peut être reproché à Marine Le Pen sa proximité, ça a été dit, et elle peut lui reprocher en sens inverse d'avoir reçu royalement, si je puis dire, Vladimir Poutine, que ce soit à Versailles ou à Brégançon. Oui, à Versailles, effectivement. Mais alors donc voilà, ça c'est la réelle politique. C'est aussi en tant que chef d'État, on reçoit d'autres chefs d'État. Alors pas forcément avec la pompe. Il y a de quoi brouiller les pistes avec les électeurs. Mais pas forcément. Alors moi je pense que juste pour revenir sur les électeurs par rapport à ce conflit et cette attaque russe sur l'Ukraine, comment ils peuvent se déterminer, Mélenchon a quand même un discours souverainiste et Marine Le Pen a ce discours souverainiste aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi des électeurs qui vont se déterminer par rapport à des candidats qui vont ou pas être actifs sur la scène internationale, vouloir rapidement renouer le dialogue ou pas. Et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient être tentés par Marine Le Pen sur cet aspect-là particulièrement. Bertrand Guéchy, vous vouliez ajouter ? Oui, on a l'impression que pour Marine Le Pen, au fond, cette affaire ukrainienne, ce drame ukrainien, il est une parenthèse et que dans, je dirais, la logique géostratégique qu'elle souhaite mettre en place si elle devient présidente de la République, ça ne change pas grand-chose, c'est-à-dire l'autonomie de la France par rapport aux deux grands blocs, par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie, mais pourquoi pas une alliance géostratégique, géomilitaire avec la Russie. Elle a commencé par dire avec Poutine, puis elle s'est reprise. Elle a dit finalement, ça sera avec la Russie en tant qu'État. Alors on va y revenir justement parce que comment la France, au sortir de cette élection, se positionnera vis-à-vis de la Russie, bien sûr, mais aussi de l'autre hyperpuissance, les États-Unis. On retrouve justement Camille Gutin de France Télévisions à Washington. Camille, d'abord une question. Il y a un certain nombre de Français qui résident aux États-Unis. Beaucoup sont à Washington, ou en tout cas il y a une francophilie bien connue dans la capitale américaine. Est-ce qu'on suit de près cette élection ? Ah oui, je peux vous dire qu'ici, on a suivi de très près cette élection, aussi bien du côté des francophiles que du côté des médias et surtout de l'administration Biden. Le New York Times expliquait déjà, il y a plusieurs jours, qu'il y avait une possibilité de voir la victoire de l'extrême droite. Le Washington Post publiait ce matin un article en expliquant que la réélection d'Emmanuel Macron était très loin d'être gagnée. Le Washington Post qui critique d'ailleurs très durement une campagne atone du président et du candidat français face à une Marine Le Pen adoucie qui a su se recentrer sur les préoccupations des Français. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous les médias ici expliquent que la grande gagnante de cette élection, peu importe les résultats du second tour, c'est l'extrême droite, qu'on a vu une recomposition du paysage politique français autour de ces extrêmes et donc des partis non traditionnels. Et ici, aux États-Unis, ça a un sens tout particulier parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Donald Trump. Beaucoup d'Américains qu'on a rencontrés, beaucoup de chaînes, plutôt d'extrême droite comme Fox News, font ce parallèle entre Donald Trump et Marine Le Pen. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Et puis, je vous le disais, côté aussi de l'administration, on a suivi ça avec une grande attention. Quelques jours déjà avant le premier tour, plusieurs conseillers de Joe Biden s'inquiétaient de voir la montée de Marine Le Pen. Vous l'avez dit, une candidate proche de Vladimir Poutine qui a manifesté une certaine sympathie pour le président russe. Et ça, pour les Américains, c'est très difficile à accepter et surtout, c'est très inquiétant. Camille Gutin, est-ce qu'il y a toujours cette volonté des États-Unis de rester très présents à travers l'Alliance Atlantique en Europe? Que disent les Américains à ce sujet?
Alors, les Américains, il faut comprendre que c'est très clair. Désormais, eh bien, ils veulent pouvoir s'appuyer sur la France comme un allié en Europe. Ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu l'objectif de Joe Biden. Ils ont très bien compris déjà, tout d'abord, la place de la France, c'est-à-dire première puissance militaire européenne, deuxième économie européenne, mais surtout le rôle de leader, en fait, que peut jouer Paris pour présenter une sorte de front uni des coalitions occidentales, un front uni européen. Et donc, ce qui craignent énormément avec une victoire possible de Marine Le Pen, c'est tout d'abord de voir une fissure dans cette coalition occidentale qui s'est mise en place, qui s'est renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine. Concrètement, c'est-à-dire que des pays qui hésitaient à sanctionner Vladimir Poutine pourraient sortir de cette coalition. Et puis surtout, ils craignent qu'avec une candidate qui veut sortir de l'OTAN, qui est eurosceptique, il n'y ait plus cet appui-là en Europe, que ça puisse bouleverser un peu l'équilibre européen. Et c'est assez étrange puisque, en fait, il y a quelques mois déjà, les États-Unis, on pensait que les États-Unis étaient uniquement tournés vers la Chine. On voit désormais avec cette guerre en Ukraine qu'ils sont désormais de plus en plus présents militairement en Europe et qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un appui, d'un partenariat fort avec les Européens. Et donc oui, Joe Biden sait bien qu'il ne peut pas se passer de l'Europe, qu'il va falloir reconstruire des liens très forts avec l'Europe. Et pour lui, cela ne peut se faire qu'avec Emmanuel Macron. Merci à vous Camille Gutin de France Télévisions en direct de Washington. Allez, je fais un rapide tour de table. Je commence par vous au hasard, Sylvie Noël. Est-ce que c'est un peu simpliste ou caricatural de dire Macron c'est un peu Biden et puis Le Pen c'est Trump? Écoutez, je ne sais pas question si c'est difficile. Oui, elle est difficile. Je crois que je passe mon tour. Vous passez votre tour. Allez, Bertrand Galichet. Oui, je pense que vous avez le droit, vous avez des jokers. Hein. C'est une vision un peu rapide, mais ce qui est intéressant... un grand parti démocrate à la française, c'est ce qu'essaye de faire en fait Emmanuel Macron. C'est un peu ce que contient la question. Oui, finalement. Voilà. Alors on peut effectivement faire ce parallèle. Juste pour la relation franco-américaine, il faut quand même pas oublier, après ce qui vient d'être dit, que pour les Américains, quand même, leur premier partenaire économique et leur premier partenaire politique, c'est l'Allemagne, c'est pas la France en Europe. Et que même si Olaf Scholz est un peu nouveau dans le club des dirigeants européens, même si Emmanuel Macron, aujourd'hui, a le leadership sur la question ukrainienne, fondamentalement et depuis des décennies, c'est l'Allemagne qui tient la corde par rapport aux États-Unis, et les Américains restent sur cette vision. C'est quand même fondamental dans leur approche de la politique avec les Européens. L'Alliance Atlantique, en tout cas, qui a renforcé considérablement son activité et au passage les troupes américaines, leur présence sur le continent européen à l'occasion de cette crise en Ukraine. Sylvie Noël, est-ce que c'est compatible ça avec le projet de défense européenne porté sur les fonds baptismaux par Emmanuel Macron et qu'on a vu à nouveau cité à l'occasion de cette guerre? Plus de joker là. Non, plus de joker. Non, mais effectivement, tout ça remonte au discours d'Emmanuel Macron, le discours de la Sorbonne 2017. Et c'est vrai qu'il a marqué des points. Récemment, il y a cette boussole stratégique qui est donc finalement le livre blanc de la défense européenne qui a été voté pendant la présidence française tournante. C'était une volonté de Paris que ce soit fait pendant sa présidence. On note bien aussi avec la guerre en Ukraine qu'il y a un réarmement en Europe. Donc tout ça pourrait aller dans le sens effectivement d'une défense européenne plus constituée, mais à côté de cela, le réarmement européen se fait en tous des cas pour le moment avec des armes américaines. Les Allemands qui vont investir 100 milliards d'euros pendant 5 ans dans l'équipement de leur armée. Ils vont acheter une trentaine de F-35. Donc les Allemands nous disent qu'il fallait être pragmatique. C'était les avions américains qui étaient immédiatement disponibles. Mais c'est une réalité. Les Bulgares ont aussi acheté du matériel américain. Et puis, finalement, avec la guerre en Ukraine, l'OTAN n'a jamais été aussi populaire d'une certaine façon en Europe. On a ces chiffres extraordinaires en Suède, en Finlande, jamais vu 62% des Finlandais qui disent vouloir adhérer à l'OTAN, et on parle donc maintenant d'un processus d'adhésion. La France qui a décidé, ça vient de tomber, l'expulsion de 6 espions russes qui opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris et dont les activités se sont révélées
contraire aux intérêts nationaux. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères. Alix Bouillaguet, l'idée selon laquelle la France, l'Union européenne, devrait s'affranchir de la tutelle américaine, elle est dans le débat présidentiel de l'entre-deux tours. Oui, elle est dans le débat, mais ce qui est amusant finalement, c'est que l'OTAN, à un moment qui a été mis en cause, y compris par Emmanuel Macron, quand lui-même dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale, sous-entendu, ça ne sert pas à grand-chose ce machin, comme aurait dit Charles de Gaulle. Donc pourquoi pas quitter ce commandement intégré de l'OTAN? C'est une petite musique qu'on a entendue. Effectivement, depuis la guerre en Ukraine, tout d'un coup, l'OTAN a repris tout son sens, mais me semble-t-il malheureusement au détriment justement de cette défense européenne commune que souhaite Emmanuel Macron, sur laquelle les Allemands sont assez peu allants. Et c'est vrai que peut-être que là, cette crise en Ukraine, on a peut-être loupé le coche sur cette défense européenne. Virginie, on va vers quoi? Une défense européenne au service de l'OTAN? Alors, c'est un serpent de mer quand même, cette histoire de défense européenne. Ça fait maintenant au moins 20 ans qu'il en est question. Pour l'instant, les 27 ne sont pas d'accord sur ce projet. Mais effectivement, avec cette crise en Ukraine, certains experts, et même à Bruxelles, disent c'est un réveil géopolitique de l'Europe. C'est le réveil de la puissance européenne, ou en tout cas potentiellement c'est le réveil de la puissance européenne. Et qu'il va falloir s'atteler à cette question d'une défense indépendante. Avec quand même la remarque qui est que la France, maintenant que le Royaume-Uni est parti, la France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne et donc aura forcément une position de leadership. Mais maintenant, vous avez des pays comme la Hongrie notamment, dirigé à nouveau par un gouvernement totalement souverainiste et qui ne veut pas aller vers plus d'intégration. Donc cette question de défense européenne va être compliquée à mettre en place, ou peut-être juste par un petit groupe de pays volontaires. Bertrand Galichet, vous vouliez ajouter un mot sur cette question de l'OTAN et de l'appartenance au commandement militaire intégré de l'OTAN, là aussi vieux serpent de mer, et qui est défendu par Marine Le Pen, qui souhaite sortir de ce commandement militaire intégré. On a un peu l'impression que ça serait une bouffée d'oxygène et qu'au fond, ça libérerait complètement la France de ses obligations dans l'OTAN. En réalité, c'est une perte de contenu, c'est une perte d'influence et c'est une perte d'information pour les pays qui en seraient exclus. On l'a vu pendant toute la période où la France était déjà sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Allez, c'est déjà la fin de la première partie d'Élysée, Planète Élysée 2022. Dans un instant, les auditeurs de Radio France Internationale, RFI, nous rejoindront pour la suite de cette émission. Restez donc avec nous sur France Info Radio et Télé, Canal 27, sur France 24 aussi. Dans la deuxième heure, nous irons, on peut déjà vous l'annoncer, à Berlin, à Dakar, à Pékin ou encore à Jérusalem avec nos correspondants, Jean-François. Oui, il y a encore de nombreux enseignements à tirer pour ce duel, cet affrontement Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Il est tout juste 21h. France Info, RFI, France 24 présente Planète Élysée 2022. Et pour l'info, nous vous retrouvons Édouard Marguet. Emmanuel Macron en campagne pour sa réélection en déplacement dans les Hauts-de-France. Le président candidat veut convaincre ceux qui n'ont pas voté pour lui afin de battre Marine Le Pen au second tour. Il estime que le Front républicain n'existe plus. Il est prêt à enrichir son programme. Ce soir, il dit vouloir appeler tous les autres candidats. Je vais discuter avec l'ensemble de celles et ceux qui ne m'ont pas forcément choisi au premier tour, mais qui me disent des choses. Et nos compatriotes, je vais parler à l'ensemble des candidats. Vous avez commencé à le faire, d'ailleurs ? De gauche, non, parce que je suis tout de suite venu ce matin, donc je vais le faire tout à l'heure et demain. Vous allez appeler, pardonnez-moi, vous allez appeler tous les candidats ? Tout le monde, bien sûr. Philippe Poutou, Éric Zemmour... Je vais appeler tout le monde pour d'abord féliciter, etc. Et puis avoir aussi leur retour, échanger. Emmanuel Macron sur BFM ce soir sur l'une de ses principales propositions. Il dit être ouvert à la discussion sur la réforme des retraites et n'exclut pas un référendum sur le sujet en cas de réélection. Le patronat lui apporte son soutien ce soir pour le MEDEF. Le programme d'Emmanuel Macron est le plus favorable pour l'économie. Marine Le Pen, elle, a choisi le département de Lyon pour son premier déplacement de l'entre-deux tours, pour parler pouvoir d'achat. Elle promet des mesures pour anticiper l'inflation avec un panier de produits avec une TVA réduite à 0%. La candidate assure ne pas vouloir sortir de l'Union européenne. Un local du Parti communiste vandalisé à Lille en représailles du premier tour. La fédération du PCF du Nord annonce qu'elle va porter plainte. Les vandales ont agi hier soir quand des militants communistes s'y trouvaient. Ils les ont insultés. Pour eux, la présence du candidat communiste a empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour. Ils sont partis en endommageant la porte. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la France expulse ce soir
soir 6 agents russes, des personnes qui travaillaient sous couverture diplomatique, annonce le Quai d'Orsay. Cela fait suite à une très longue enquête de la DGSI, les services de sécurité intérieure, enquête qui a permis de mettre à jour une opération clandestine sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur salue là une remarquable opération de contre-espionnage. Une rencontre pour rien ou presque à Moscou. Le chancelier autrichien se dit pessimiste face à la logique de guerre de Vladimir Poutine. Karl Nehammer a été reçu au Kremlin, premier dirigeant européen à rencontrer le président russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Il a tenté d'obtenir un cessez-le-feu. L'assaut de l'armée russe dans l'est du pays, de l'Ukraine, sera mené très prochainement. Le gouvernement ukrainien dit en tout cas s'y attendre. Il se prépare d'ailleurs à la chute du port stratégique du sud-est, Mariupol, assiégé depuis plus de 40 jours maintenant. Pierre Alessandri et Alain Ferrandi sont en route pour la prison de Borgo en Corse. Les 2 derniers membres du commando condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac sont transférés depuis la prison de Poissy dans les Yvelines. Transfert annoncé après le mouvement de colère sur l'île suite au meurtre d'Ivan Colonna. France Info, RFI, France 24 présente Planète Élysée 2022. Jean-François Aquili, Raphaël Kahn. Et merci à vous, Édouard Marguy. Au passage, nous avons libéré Bertrand Galichet de la rédaction internationale de Radio France. Deuxième partie de ce Planète Élysée 2022, vous le savez, le face-à-face Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur France Info, à la radio, à la télé sur le canal 27, sur France 24 et sur Radio France Internationale, dont nous saluons au passage les auditeurs qui nous rejoignent. Raphaël Kahn. Et oui, Jean-François, les enjeux de cette campagne électorale française, comment voit-on les choses à propos de cette présidentielle depuis l'étranger? Nous allons revenir aussi bien sûr sur ce second tour qui s'annonce serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 2 projets de société se font face avec nos expertes et notre expert en plateau. Allez, petite présentation rapide. De nouveau, Alix Bouillaguet, éditorialiste politique sur France Info. Julie-Marie Lecomte, journaliste au service politique de France Info. Et puis pour les enjeux internationaux de cette élection, toujours avec nous, Virginie Hertz, journaliste au service étranger de France 24. Sylvie Noël, chef du service international à Radio France Internationale. Et Christophe Boisbouvier, adjoint à la directrice d'RFI en charge de l'Afrique. Et merci de nous avoir rejoints, Christophe. Et bonjour Christophe. Et parmi les enjeux de ce deuxième tour, il y a la recomposition, nous l'avons déjà évoqué, de la vie politique. Les Républicains, le parti LR, avec 4,78% des voix, eh bien, ils jouent leur survie après ce crash. Valérie Pécresse, engagée personnellement à hauteur de 5 des 7 millions d'euros de dépenses de campagne, doit rembourser. Elle a fait ce matin un appel aux dons. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. Alix Bouillaguet, je vais vous poser une question qui vous semble un peu naïve, mais une candidate engagée à ce point-là sur sa fortune personnelle pour une campagne présidentielle, c'est pas le parti qui doit financer tout ça? Le parti finance en partie, mais il se peut aussi que parfois... 2 millions seulement sur les 7 millions dépensés pour la facture chez LR. À l'évidence, elle était certaine de faire plus de 5%. Mais... Donc personne ne s'est posé la question? Non, et puis je pense que, oui, visiblement pas elle non plus, ce qui effectivement la met forcément dans une situation délicate, d'autant qu'elle fait des appels aux dons. Alors on se souvient du Sarcoton qui effectivement avait permis de ramasser un certain nombre... Qui avait bien marché d'ailleurs à l'époque. Qui avait très bien marché. Je suis assez curieuse de voir dans quelle mesure ce Pécresse-ton... fonctionnera ou pas. Julie-Marie Lecomte, il y a là donc comme un accident industriel qu'on n'avait visiblement pas prévu à LR. On s'attendait à des scores en baisse, sans doute pas en deçà des 5%, le seuil de remboursement des frais de campagne. Ça annonce une disparition de la droite, de la carte politique, 2e, 3e, même échec d'affilée à une élection présidentielle. Mais au-delà de ça, il y a une mise en péril financière. Alors,
pas nécessairement une disparition absolue de la droite. Mise en péril financière, ensuite, ça se réglera d'un point de vue technique, mais c'est pas parce que il y a cette difficulté financière que la droite disparaît absolument. Après, la question, c'est de savoir qui incarnera demain la droite, y compris quand Emmanuel Macron, qui finalement est le ciment aujourd'hui de sa majorité, y compris quand Emmanuel Macron disparaîtra, au moins momentanément, du paysage politique français, puisqu'il ne pourra plus se représenter. Alors je vous lis la déclaration de Christian Jacob, le président de LR. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Son projet politique et économique nous conduirait au chaos. C'est ce qu'a dit donc Christian Jacob, sans pour autant donner de consignes de vote pour appeler à voter Macron. Virginie Hertz, comment comprendre cette attitude de la part du patron des Républicains ? C'est une attitude front républicain, justement. C'est cette attitude traditionnelle, classique, qui avait fonctionné jusqu'à maintenant, mais qui ne va pas forcément tenir. On sait qu'au sein des Républicains, certains, je pense notamment à Éric Ciotti, sont sur une autre tendance. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est un parti qui va se désagréger et qui, peut-être, dans quelques mois, va prendre un nouveau nom. Enfin, le front républicain, c'est appelé à voter Julie-Marie Lecomte, oui. À voter pour l'un des candidats contre un autre candidat. Et ce à quoi va être confronté Emmanuel Macron. Et j'ai le sentiment qu'il a un petit peu de mal dans ses déclarations. C'est que oui, effectivement, il y a la question du front républicain qu'opposent les partis, mais des partis qui aujourd'hui sont dans une extrême difficulté et sont quasiment décrédibilisés. Mais il y a le front républicain que les citoyens sont capables d'opposer à l'arrivée au pouvoir, au pouvoir de l'extrême droite. Et pour l'instant, Emmanuel Macron semble relativiser la capacité des citoyens, y compris quand il dit le Front républicain aujourd'hui n'existe pas. Non, ce à quoi aujourd'hui il doit répondre, c'est ces citoyens qui voteront pour lui alors qu'ils n'adhèrent pas à son projet, mais parce qu'ils prennent la responsabilité de s'opposer à l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Sylvie Noël, jusqu'ici, il y avait ce qu'on appelait des digues, ici en France, en tout cas à droite. On ne s'alliait pas à l'extrême droite. Ça fait longtemps qu'elles ont été franchies ailleurs en Europe. Est-ce que vous sentez, vous, le moment ici pour suivre l'exemple d'autres pays ? L'Autriche, on s'en souvient, avait franchi le pas la première. Oui, effectivement, c'était l'Autriche. Écoutez, maintenant, c'est à voir. Ça va vraiment dépendre aussi de ce second tour, comment les électeurs vont se repositionner. Et je pense que c'est une question qui va se poser, mais à terme. Christophe Waoubier, comment voyez-vous, vous, la configuration, ces différents appels hier, plus ou moins clairs, à voter pour Emmanuel Macron? Bon, pour voter Marine Le Pen, il y a eu effectivement Éric Zemmour de Reconquête, mais c'est à peu près tout. Vous trouvez qu'il y a une clarté aujourd'hui des responsables politiques? Ils prennent leurs responsabilités? Il y a une contradiction évidente chez LR qui a sauté aux yeux de tout le monde hier soir. C'est Valérie Pécresse qui appelle à voter Emmanuel Macron et Éric Ciotti qui ne veut pas voter Emmanuel Macron. Ce sont quand même les deux premiers de la primaire de la droite. Donc voilà déjà la première fracture au sein de la droite. Oui. Alex Bouillaguet, oui. Sauf que c'était un peu le principe, c'est-à-dire le fait de dire on ne donne pas de consigne de vote, mais pas une voix du côté de Marine Le Pen, ça laisse finalement la marge de manœuvre pour soit voter Emmanuel Macron, comme le souhaite Christian Jacob, soit ne pas voter pour Emmanuel Macron, comme l'a dit Éric Ciotti, mais je n'ai pas entendu dire Éric Ciotti qu'il allait voter pour autant pour Marine Le Pen. Donc en fait, ça gèle un tout petit peu et ça reporte peut-être l'explosion à venir. Peut-être que il y a des législatives à venir. Je pense que chacun réfléchit, Nicolas Sarkozy en premier, pour savoir comment est-ce qu'on peut aborder ces législatives pour que ce soit le moins périlleux pour la droite. En attendant, il faut parfois un décodeur aux électeurs pour comprendre la stratégie à suivre. En tout cas, c'est traditionnellement le premier déplacement à l'étranger qu'effectue le président, ou peut-être demain la présidente nouvellement élue en France, l'Allemagne. On retrouve sur place pour France 24 Anne Maillet. Anne, comment est vécue cette élection en France et évidemment les résultats d'hier soir? Eh bien, ce scrutin est suivi avec beaucoup d'inquiétude en Allemagne parce qu'on a compris au plus tard hier soir que ce nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen serait bien plus compliqué que le précédent en 2017. Alors, l'Allemagne est un pays qui est très attaché à la stabilité politique, donc on regarde avec beaucoup d'étonnement la décomposition du paysage politique
français. On est inquiet de voir évidemment le poids des extrêmes dans ce scrutin. On est inquiet de voir Emmanuel Macron très seul finalement au centre de l'échiquier politique. Alors du côté du gouvernement, c'est le silence radio. Personne ici ne s'exprime sur l'issue de ce premier tour par peur d'être accusé d'ingérence dans le processus électoral français. Mais certains responsables politiques se sont néanmoins exprimés ces dernières heures. C'est le cas notamment d'un député social-démocrate, Michael Roth, qui a appelé dès hier soir au rassemblement derrière Emmanuel Macron parce que ce sera lui ou ce sera l'effondrement de l'Europe unie, a-t-il dit. Anne Maillet, la liaison n'est pas tout à fait nette, mais nous comprenons bien ce que vous évoquez à l'instant. Anne, est-ce que le couple franco-allemand a toujours une réalité au fond, et la question se pose d'ailleurs avec ce qui pourrait sortir des urnes le 24 avril. Écoutez, on a quand même assisté ces dernières années à une sorte de retour du couple franco-allemand avec Angela Merkel quand même, et le lancement de ce fonds de relance européen, l'initiative de Paris et de Berlin. Ensuite, vous le savez, l'Allemagne, avec la guerre en Ukraine, est en train de revoir de fond en comble sa stratégie de défense, sa stratégie de sécurité, sa stratégie énergétique. Et pour tout cela, elle a besoin de la France, comme elle a besoin de la France pour parler d'une seule et même voix face à la Russie. Donc pour la coalition gouvernementale à Berlin, même si évidemment elle ne le dira pas, le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est vite fait, d'autant qu'on est bien conscient ici qu'en cas de victoire, la candidate de l'extrême droite cherchera forcément à se rapprocher de pays comme la Hongrie de Viktor Orban et non pas de l'Allemagne d'Olaf Scholz. Merci à vous Anne Maillet de France 24 en direct de Berlin, Virginie Hertz. Est-ce que nous pouvons encore parler réellement de couple ? De couple franco-allemand. Alors, en oui, tant que franco-allemande, je vais vous répondre. Ah oui. Et oui, non, moi je pense que c'est un vieux couple. C'est un vieux couple où il n'y a plus beaucoup de passion. C'est-à-dire que les protagonistes ont changé quand même. Dont les protagonistes changent régulièrement. C'est un couple, c'est un mariage de raison. C'est un mariage de raison. On sait qu'il va falloir continuer à vivre ensemble, trouver les arrangements pour essayer d'être un moteur pour l'ensemble de l'Union européenne. Mais la passion que ça a pu peut-être susciter d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire la haine éventuellement ou l'enthousiasme n'y est plus, n'est plus autant porté par le ou la chancelière d'un côté et le chef d'État de l'autre. On s'en souvient, Sylvie Noël, les débuts d'Emmanuel Macron avec l'Allemagne n'ont pas été simples. Son appel, son discours de la Sorbonne avait essuyé une indifférence polie de l'autre côté du Rhin. Aujourd'hui, pourtant, Berlin a le choix finalement entre la continuité avec un président qu'elle connaît ou bien l'inconnu total. Oui, effectivement. Mais c'était pas de l'indifférence au tout début du mandat du président Macron, du premier mandat en 2017. Parce que, en fait, au moment où il prononce son discours de la Sorbonne, l'Allemagne est en pleine élection, elle n'a pas de majorité, elle n'a pas d'alliance, elle n'a pas de coalition, elle ne peut pas répondre à ce discours à ce moment-là. Donc aujourd'hui, effectivement, alors ce qu'on dit à Berlin, c'est que finalement, si Marine Le Pen l'emporterait, elle n'hésiterait pas à mettre à mal le couple franco-allemand. Et à Berlin, on a identifié en tous des cas un thème qui sera problématique en raison du discours de Marine Le Pen sur l'immigration, c'est que l'Allemagne, elle, a besoin chaque année de 400 000 nouveaux venus en Allemagne. Donc là, c'est un point qui a été identifié comme un point de blocage. Et puis autrement, eh bien, effectivement, si c'est pas l'inconnu, eh bien, c'est la continuité. On dit pourquoi changer, finalement, on a trouvé le mode de fonctionnement, donc on continuerait sur le même chemin. À Berlin, on se dit même, alors après le plan de relance qu'on a évoqué tout à l'heure, à Berlin, on pourrait même envisager, même si bien sûr la stabilité budgétaire reste un credo, mais d'entendre positivement la demande française d'investissement massif dans les infrastructures, donc au niveau européen, et même une politique industrielle en faveur des entreprises de secteurs stratégiques, comme notamment les semi-conducteurs. Voilà, c'est des demandes françaises qui pourraient être entendues à Berlin. Alors Christophe Boisbouvier, c'est sans doute éloigné des préoccupations des électeurs chez nous, français, mais jusqu'où le ou la future présidente, il faut le dire comme tel, serait prêt à aller pour donner des gages à l'Allemagne, qui, faut-il le rappeler, convoite depuis longtemps le siège français au Conseil de sécurité.
Alors c'est amusant parce que quand je vois Virginie Hertz qui hoche de la tête, qui n'est pas d'accord. Mais allez-y. Je parle sous le contrôle de Virginie, évidemment, mais quand il était vice-chancelier d'Angela Merkel, Olaf Scholz avait demandé tout à fait ouvertement à la France de bien vouloir partager son siège au Conseil de sécurité avec l'Union européenne. Il ne l'a pas redit depuis qu'il est chancelier, mais il y pense très fort, évidemment. Avec... Marine Le Pen, no way, la souverainiste. Elle a même envisagé que Emmanuel Macron veuille le faire, et c'était il y a 6 mois, et a dit que ce serait un acte de haute trahison. Chez Emmanuel Macron, en fait, c'est la même ligne. On ne le dit pas ouvertement, mais non, on ne va pas partager le siège. De toute façon, il faudrait modifier la charte de l'ONU. Donc, ce qui est amusant aussi, c'est ce qui va être intéressant à voir, parce que c'est pour se faire pardonner son refus de partager son siège avec l'Allemagne, Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, dit « Je plaide pour un élargissement ». Du Conseil de sécurité à de nouveaux permanents, dont l'Allemagne. Si jamais c'est Marine Le Pen qui gagne, ce sera intéressant de voir ce qu'elle dira. Virginie Hertz, oui, alors moi je disais non, c'est-à-dire non, je suis persuadée que jamais les Français ne vont partager un siège avec l'Allemagne. Ce siège a été obtenu après la Deuxième Guerre mondiale parce que la France était vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale avec les 4 autres puissances. Aujourd'hui, c'est la seule puissance qui a l'arme nucléaire au sein de l'Union européenne. Donc non, il n'y aura pas de partage, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Tout ça est juste spéculation. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est que Volodymyr Zelensky, à plusieurs reprises, quand il s'adresse aux parlements nationaux ou aux différents chefs d'État, demande, lui, une révision du système de l'ONU et du système du Conseil de sécurité avec le droit de veto qui a, d'après lui, mené à cette guerre et à cette impuissance, incapacité à arrêter la guerre. Julie-Marie Lecomte, vous avez la sensation que ces considérations sur ce couple franco-allemand qui compte dans la construction européenne soit proche des préoccupations des électeurs de l'entre-deux tours? Alors, difficile de répondre à la question. Je n'en suis pas sûre. Il faudrait les sonder, mais on voit bien que ce ne sont pas les préoccupations qui reviennent dans la hiérarchie des Français, qui s'interrogent davantage sur des questions notamment de pouvoir d'achat, en négligeant d'ailleurs probablement assez souvent que finalement tout s'articule. En ce qui concerne le couple franco-allemand, il est probable que ce soit un couple en cours de rodage, parce que quand même ce qui est très prégnant chez Emmanuel Macron, et ça toujours, ça impressionne, mais au sens strict du terme, l'opinion publique, c'est d'une certaine manière le rapport de force et qui a le lead par rapport à l'autre et qui fait fonctionner le tandem. Et à tort ou à raison, aujourd'hui Emmanuel Macron tente de s'imposer non seulement dans ce couple franco-allemand, mais également en leader européen, quitte parfois à tordre un petit peu la réalité. On le voit dans ce qui est mis en avant par l'Élysée dans la relation Macron-Zelensky ou Macron-Poutine. Alors encore faut-il, Alix Bouillaguet, qu'il y ait tandem. On se souvient des grands tandems, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand-Kohl. Aujourd'hui, vous diriez qu'Emmanuel Macron a pu, avec Angela Merkel, établir une relation exemplaire. Alors évidemment, elle n'est plus à la chancellerie aujourd'hui, mais ça a contribué notamment à faire avancer des dossiers pour la France dont il peut aujourd'hui se prévaloir auprès des Français. Alors là, franchement, non, c'est vrai que ça reste... Parce qu'il a donné des gages au début de sérieux et de bonne gestion. Oui, il a donné des gages de sérieux et de bonne gestion. Et puis après, il y a aussi cette crise qui a rattrapé tout le monde, et les Allemands en premier. C'est-à-dire que... il a obtenu l'emprunt Covid, qui semblait inenvisageable, la mutualisation de la dette. C'est ça, le grand paradoxe, c'est que Angela Merkel, vertueuse sur les finances, a finalement débloqué un plan des milliards et des milliards qui était vraiment inenvisageable pour effectivement pallier cette crise de cette pandémie. Et aujourd'hui, la question, le point d'interrogation, avec qui Marine Le Pen pourrait-elle tisser des liens? Ce serait d'autant plus difficile qu'elle se retrouve avec, face à elle, si elle est élue demain, une majorité social-démocrate en Allemagne. Virginie Hertz, alors c'est vrai qu'on avait l'habitude de pôles opposés, on l'a dit, Giscard Schmitt, un social-démocrate avec un président, disons, de centre-droit,
François Mitterrand, le socialiste, et le conservateur rhénan Helmut Kohl. Là, pour le coup, ce serait vraiment aux antipodes avec Olaf Scholz. Oui, en tout cas, en matière de politique étrangère, clairement aussi, il y a deux visions complètement séparées. Du côté de l'Allemagne, on veut continuer à renforcer cette intégration européenne avec certaines sensibilités différentes. Marine Le Pen, c'est pas du tout son cas. Juste pour en revenir sur le couple franco-allemand et la passion, ou le manque de passion qu'il y a en ce moment, juste deux petits éléments. Il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle. Il y a eu un grand discours pour réactiver donc ce traité qui avait scellé l'amitié franco-allemande en 1963. Il y a eu un grand discours d'Emmanuel Macron. Les Allemands d'ailleurs se moquent gentiment toujours de ces grands discours à la française qui n'a pas abouti à grand-chose. Et l'autre élément qui montre le manque de passion, le manque d'intérêt en tout cas des Français pour l'Allemagne, c'est que par exemple, quand il y a des échanges franco-allemands au niveau de la jeunesse, donc avec un organisme qui a été mis en place, l'OFAGE d'Office franco-allemand pour la jeunesse en 1963, il manque toujours des volontaires du côté français, alors que les Allemands sont prêts à venir ici. L'autre enjeu, on l'a vu au début de la campagne, la place de la France en Afrique de l'Ouest. Les relations sont rompues avec l'état-major malien. Paris doit reconsidérer sa présence dans la bande sahélo-saharienne. On retrouve Charlotte Hydrac pour RFI à Dakar. Charlotte, l'élection en France, c'est un gros enjeu pour le Sénégal et plus globalement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est un gros enjeu, notamment en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme au Sahel, dans le golfe de Guinée, avec des lignes qui ont beaucoup bougé ces derniers mois, le retrait de la force française Barkhane du Mali et la volonté affichée par Emmanuel Macron de redéployer cette force dans une zone plus étendue, notamment donc les pays côtiers, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Sécurité donc, mais aussi économie, par exemple, ici au Sénégal, le premier partenaire commercial, c'est la France, mais les positions de la France sont de plus en plus disputées avec des compétiteurs stratégiques, Chine, Russie, Turquie, qui jouent le jeu aussi dans la région. Tout cela sur fond de montée du sentiment anti-français. Alors on l'a vu notamment au Mali, mais par exemple ici au Sénégal, c'est une thématique qui est reprise par une partie de la classe politique, une partie de l'opposition, qui est reprise également par des organisations de la société civile. On a par exemple ici un mouvement qui s'appelle, c'est très explicite, Frappe France Dégage, et ces positions sont notamment relayées sur les réseaux sociaux. Alors Emmanuel Macron a plaidé pour un nouveau partenariat, il a voulu instaurer un nouveau ton. Vous vous souvenez, avec le sommet de Montpellier l'an dernier, il avait invité non pas des chefs d'État, mais des jeunes de la société civile. Dans cette dynamique aussi, il y a eu la démarche de restitution des œuvres d'art africaines. Par exemple, ici à Dakar, au musée des civilisations noires, on a le sabre d'El Hadj Oumar Tall qui a été restitué, mais pas sûr que cela soit perçu ici comme vraiment une nouvelle donne, comme les bases d'une nouvelle relation. En tout cas, c'est une goutte d'eau pour ceux qui dénoncent la persistance du néocolonialisme, du néo-impérialisme, qui réclame notamment la fin du franc CFA, et ça ce sera un dossier très important du prochain quinquennat, la réforme du franc CFA qui avait été annoncée par Emmanuel Macron fin 2019 avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Mais bon, cette réforme a été reportée. Et puis, dernier point, pour finir, un des enjeux, évidemment, c'est l'immigration. Un thème qui a été, sans surprise, très présent dans la campagne de Marine Le Pen, qui propose, par exemple, la suppression du regroupement familial, des restrictions sur le droit d'asile. Et forcément, si elle est élue, eh bien, ça aura des conséquences très, très concrètes, très directes, sur les relations entre la France et les pays de la région. Merci Charlotte Hydrac avec nous en direct de Dakar pour RFI. Christophe Boisbouvier, le maintien d'une présence française au Sahel, c'est ça l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, de cette présidentielle Macron-Le Pen? Avec l'immigration, je dirais que c'est l'un des deux enjeux principaux du duel Macron-Le Pen. Alors, Charlotte vient de le dire d'ailleurs, sur la question du Sahel, il y a un vrai désaccord déjà sur le constat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle vous dit, et son staff, Louis Alliot notamment, ils vous disent Barkhane au Sahel, Barkhane au Mali en particulier, mais au Sahel, c'est un échec.
C'est un échec dont on va avoir beaucoup de mal à se relever, alors que Emmanuel Macron et son staff vous disent non, c'est pas un échec, c'est un redéploiement. C'est vrai qu'il y a des difficultés au Mali, mais c'est pas fini, loin de là. Et alors, vous avez maintenant la question de savoir est-ce que la France va rester selon que ce sera Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Si c'est Emmanuel Macron, la France restera essentiellement dans les pays alentours, notamment le Niger, et également en aide aux pays côtiers. Toujours avec l'appui du Tchad derrière. La France s'appuiera aussi sur Takuba. Enfin, Takuba qui s'appellera peut-être un autre nom, c'est-à-dire la force européenne sur laquelle Emmanuel Macron a beaucoup investi. Si c'est Marine Le Pen, c'est moins clair. Il semble que dans l'équipe de Marine Le Pen, on réfléchisse à un désengagement de la France sur le fuseau central, c'est-à-dire la zone des 3 frontières. En revanche, chez Marine Le Pen, on reste très proche du Tchad. Souvenez-vous de la visite de la présidente du Rassemblement national à Amgeras, dans la ville natale d'Idriss Déby, le président du Tchad de l'époque. C'était il y a 5 ans. Il est mort aujourd'hui, il y a juste 1 an. Dans le programme de Marine Le Pen, on vous dit que la présence française au Sahel doit rester parce que la France a toujours des engagements, il y a beaucoup de Français d'origine africaine, et l'idée que la France se désengage complètement d'Afrique n'est pas pensable dans l'entourage de Marine Le Pen, chez Louis Alliot par exemple. Donc il n'y a pas de différence fondamentale sur la question du Sahel. Je dirais qu'il y a des questions plus franches, des différences plus franches, plus nettes sur la question de l'immigration. Virginie Herth, pour poursuivre ce que dit Christophe Boisbouvier à l'instant, Nicolas Sarkozy s'était fait fort en son temps, président, de tourner, disait-il, la page de la France-Afrique. Vous diriez aujourd'hui, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ce sont 2 visions de l'Afrique, est-ce qu'elles sont vraiment différentes? Qui se préoccupe le plus de voir cette influence française en net recul dans la zone? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les candidats en général, mais donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen en particulier, n'ont pas parlé particulièrement beaucoup de l'Afrique dans leur programme. C'est pas au centre de leur programme. Ça l'est de façon indirecte dans celui de Marine Le Pen, via effectivement le biais de l'immigration. Est-ce que leur vision est très différente? En tout cas, elle est perçue comme... Ce qui m'a frappé, moi, au cours de la campagne, c'est que, vu d'Afrique, il n'y a pas eu énormément de passion par rapport à cette élection. Il y avait une forme d'indifférence, quasiment, qui semblerait montrer qu'on est dans une phase de normalisation, que la France-Afrique n'est pas là. Et en même temps, si vous me permettez l'expression, je ne sais pas si c'est le bon moment d'ailleurs, vous avez aussi quand même ce sentiment anti-français et cette accusation de néocolonialisme qui continue encore maintenant parce qu'il y a encore des ambiguïtés de la politique française. Vous direz que ce sentiment va croissant, Virginie? Alors croissant, je ne sais pas, mais en tout cas vous parliez du Tchad tout à l'heure. Effectivement, beaucoup en Afrique de l'Ouest, beaucoup de citoyens se disaient mais pourquoi est-ce que finalement Emmanuel Macron a double fils d'Idriss Déby alors que finalement c'est une passation de pouvoir dans le cadre d'un putsch, alors que d'un autre côté il va condamner un coup d'État militaire, et que finalement de plaider pour la démocratie, ça se fait en fonction des intérêts français. Là-dessus, Alix Bouillaguet, ce concept de France-Afrique, il est vraiment dans le rétroviseur aujourd'hui? Oui, enfin, quand on a encore les images de François Hollande acclamé au Mali. Le plus beau jour de sa vie politique, exactement, avec donc le déploiement de cette opération Barkhane. On se souvient de la ferveur des Maliens notamment. C'est vrai qu'on en est loin aujourd'hui. On voit qu'on brûle des drapeaux français. On voit que, qu'il y a une forme d'arrogance française peut-être qui a été dénoncée, et qu'effectivement, la présence française devrait rester dans cette zone-là, mais peut-être de manière plus discrète et dans des pays limitrophes. Peut-être que c'est une autre manière aujourd'hui de gérer la relation avec nos amis africains. Allez, Planète Élysée 2022, il est 21h30. France Info, RFI, France 24 présente Planète Élysée 2022. Et l'info, le retour, c'est avec vous, Édouard Marguier. En pleine guerre en Ukraine, une opération de contre-espionnage en France. Paris expulse ce soir 6 agents russes, des personnes qui travaillaient sous couverture diplomatique, annonce le Quai d'Orsay. Une longue enquête de la DGSI, les services de sécurité intérieure, a permis de mettre à jour cette opération clandestine. L'Union européenne va augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Déclaration de la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, se trouve à Bruxelles avec ses homologues. Du gaz algérien plutôt que du gaz russe, l'Italie obtient un accord à Alger
pour réduire sa dépendance au gaz russe qui représente actuellement 45% des importations dans la péninsule. Contrat signé par Mario Draghi, le chef du gouvernement italien en déplacement en Algérie. Emmanuel Macron se dit prêt à bouger sur la réforme des retraites. Premier jour de l'entre-deux tours et premier ajustement du président candidat sur son programme. En déplacement dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron ouvre la porte à un départ à 64 ans au lieu de 65 ans. S'il y a trop de tensions, il n'exclut pas d'ailleurs un référendum sur la question des retraites en cas de réélection. Son adversaire, Marine Le Pen, l'accuse d'être 100% responsable des crises comme celle des Gilets jaunes dans l'Yonne. Elle promet, la candidate du Rassemblement national, des mesures pour anticiper l'inflation avec un panier de produits avec une TVA nulle à 0%. Jean Lassalle votera blanc au second tour. Le candidat résistant, 3,13% des voix au premier tour, l'annonce sur Facebook et laisse le libre choix à ceux qui ont voté pour lui. Un futur retraité du tennis rapidement balayé au tournoi de Monte-Carlo. Jo-Wilfried Tsonga s'incline en 2-7 contre le Croate Marin Cilic dès le premier tour. Le Français débute une tournée d'adieu jusqu'à Roland-Garros. Il mettra ensuite fin à sa carrière. Planète Élysée 2022. Raphaël Kahn, Jean-François Aquili. Et merci à vous, Édouard Marguet. Le débat suivant, il n'est pas anodin. La France est-elle plus forte à travers l'Europe, notre appartenance à l'Union européenne? Alors il y a des débats qui tournent, la Russie, le Conseil de sécurité, on l'a vu, le Sahel, la Chine également. Assistons-nous à deux visions qui s'opposent, une sorte d'affrontement des mondialistes et des souverainistes. Je commence avec vous, Sylvie Nouel. Il y a un débat on va dire, d'idées de ce qu'est l'appartenance de la France à l'Europe aujourd'hui, à travers cette présidentielle, entre ces deux tours, hein. Oui, entre ces deux tours, mais en même temps entre la façon dont les deux candidats se positionnent vis-à-vis de l'Europe. On a quand même deux visions diamétralement opposées. D'un côté, on a le président candidat. Aucun des partenaires français de l'Union européenne ne mettra de côté son sentiment, sa vision pour l'Union européenne, le souffle qu'il a insufflé, l'élan qu'il a insufflé dès son arrivée à l'Élysée. Et puis de l'autre côté, on a Marine Le Pen qui certes ne propose plus de sortir de l'Union européenne, ne propose plus de sortir de la zone euro, mais qui par exemple dit vouloir consacrer la supériorité des lois françaises sur les lois européennes. Donc on a l'impression que la France dans ces cas-là prendrait le chemin de la Pologne ou de la Hongrie. Elle a bien insisté, effectivement, aujourd'hui, à nouveau interroger à ce sujet à l'occasion de son déplacement dans Lyon. Marine Le Pen, elle n'entend pas sortir de l'Union européenne. Alix Bouillégué, on s'en souvient, cette ambiguïté lui avait peut-être coûté des points en 2017. En 2017, sans doute, ça aurait été vraiment quelque chose de très compliqué parce que vous vous souvenez, il y avait la sortie de l'Europe, il y avait aussi la sortie de l'euro. Et donc, elle était partie dans des choses extrêmement confuses. Donc là, elle a besoin de marteler son message, qu'effectivement, elle va rester dans l'Europe. Alors, elle est d'accord avec, ils n'ont pas tout à fait la même solution, mais avec Emmanuel Macron sur le fait qu'il faut réformer Schengen. Emmanuel Macron, il souhaiterait renforcer Frontex, alors qu'elle, elle voudrait revenir à peut-être établir des formes de contrôle aux frontières. Et puis, effectivement, l'élément qui va être plus délicat, plus compliqué à mettre en place, c'est le fait de la prééminence des textes français sur les textes européens. C'est vrai, concrètement, on ne voit pas trop à quoi ça peut correspondre, parce que ça voudrait dire finalement que chacun retrouve sa souveraineté et puis que l'Europe, ça devient quelque chose d'un peu virtuel. Virginie Hertz. Sans vouloir quitter l'Union européenne telle qu'elle, en fait, ce qu'elle aimerait faire, c'est la changer de l'intérieur. Ce que veut Marine Le Pen, c'est, je cite, une alliance européenne des nations libres et souveraines, une coopération librement consentie. C'est tout à fait à l'opposé de ce qui existe maintenant, qui est une intégration avec parfois des États qui sont obligés d'appliquer des lois, des directives qui n'auraient pas voté dans un cadre national, avec un rôle important pour la Commission européenne. Et tout cela, Marine Le Pen ne le voudrait pas. Alors, quand c'est la Pologne ou c'est la Hongrie qui essaye de s'émanciper de ce cadre, de cette structure d'intégration, c'est difficile, mais bon, voilà, ça se fait, il y a des condamnations. Si c'est la France, ça créerait une dynamique de désintégration très importante. Et pourtant, Christophe Bois-Bouvier, Emmanuel Macron en campagne, lui non plus ne met pas vraiment l'Europe très en avant. Au fond, les problématiques abordées sont très nationales, du moins les prioritaires. Oui, mais... Alors, oui ou non ? Oui, mais vous avez chez Emmanuel Macron l'idée de base qui est que l'Europe fonctionne sur le principe de la solidarité. C'est-à-dire que
ok, l'Allemagne fait une concession pour ceci et la France fait une autre concession pour cela. Vous avez chez Margaret Thatcher quelque chose qui me fait penser vous avez chez Marine Le Pen quelque chose qui me fait penser à Margaret Thatcher. D'accord, oui. Excusez-moi pour l'inversion. Je me souviens de Margaret Thatcher disant I want my money back. Je veux retrouver mon argent. Il y a quelque chose de ça chez Marine Le Pen. Et c'est vrai que les prémices du Brexit sont chez Margaret Thatcher. Christophe Ouaouvier, sur un sujet que vous connaissez bien, l'Europe mise en application finalement, la force Takuba au Mali. La France a tenté d'être une force d'entraînement justement dans la constitution de cet embryon d'armée européenne. Force est de reconnaître que ça n'a pas réellement fonctionné. Ça n'a pas réellement fonctionné, mais ça a commencé à prendre ces 2 dernières années. Vous avez quand même eu un certain nombre de pays, notamment du Nord, de pays baltes, qui ont accepté de participer. Vous avez également l'Allemagne, qui a participé notamment à l'implantation de forces européennes au Mali. Et puis vous avez eu ce coup d'arrêt avec le clash entre Bamako et Copenhague, c'était il y a 4 mois, quand les Maliens ont expulsé les soldats danois du Mali. Je pense que l'idée était en train de germer quand tout à coup, voilà. Ça a tué dans l'œuf l'attractivité d'une défense pour l'instant, c'est très mal parti parce que du coup, après le Danemark, les autres pays européens songent à quitter Takuba, oui. Julie-Marie Lecomte, vous diriez que entre ces 2 tours, ce débat peut porter sur d'un côté les pro-européens et de l'autre les souverainistes. Emmanuel Macron, il va en tout cas tenter de faire exister ce débat-là. D'ailleurs, demain, il va à Strasbourg de nouveau pour parler d'Europe. L'Europe, c'est pour Emmanuel Macron à la fois une fin et un moyen. Une fin, parce que si on veut reprendre la sémantique qu'il a lui-même inventée, l'Europe, c'est dans son ADN. Ça, on l'entend à l'envi autour d'Emmanuel Macron. Et puis, il essaye d'en convaincre et il essaye aussi de le démontrer, notamment à la faveur des crises que nous venons de traverser, la crise du Covid, aujourd'hui la crise de la guerre en Ukraine. C'est en Europe et c'est grâce à l'Europe et c'est par l'Europe que la France peut être forte. Et donc l'Europe renforce la France et la France renforce l'Europe. Virginie Hertz, si Marine Le Pen était élue demain, son projet, on le sait, c'est celui d'une Europe des nations avec des coopérations renforcées éventuellement, mais on sortirait de toute idée de fédéralisme et même de droit imposé par l'Europe aux États. Elle aurait des alliés dans cette logique ? Alors, elle aurait des alliés, oui, certainement. En tout cas, Mélenchon, qui est arrivé 3e, était souverainiste aussi. Il voulait revenir à une souveraineté populaire, à une souveraineté du peuple de France, et considérer que Bruxelles, ce sont des élites déconnectées, technocratiques. Donc cette vision, elle existe. Elle a évoqué Arnaud Montebourg même, ou en tout cas des chevènementistes, des figures proches de Jean-Pierre Chevènement à gauche. Après, à mon avis, c'est pas sur ça que les électeurs vont se déterminer. C'est effectivement comme à partir du moment où Marine Le Pen dit qu'elle ne va pas sortir de l'Europe, c'est peut-être pas forcément l'argument qui portera le plus cet épouvantail. Alice Bouillaguet, c'est votre avis aussi ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'elle a enlevé la principale aspérité quand même d'un dialogue là-dessus. En revanche, c'est vrai que la crise en Ukraine, finalement, a fait qu'on a remis l'accent sur l'Europe. Vous dites quoi ? Elle fait progresser cette guerre, l'idée d'Europe ? Oui, parce qu'effectivement, on a vu que finalement, les pays européens s'étaient pas si mal entendus, avaient réussi à débloquer des choses, à se tomber d'accord sur un certain nombre de sanctions, même s'il y a encore des points de divergence. De la même manière que sur la crise sanitaire, on a vu qu'il y avait eu comme ça un début de réflexion commune. Donc finalement, oui, cette guerre en Ukraine a permis de mettre un petit peu l'Europe au cœur de la campagne. Illustration à présent d'un géant face auquel finalement la France pèse en grande partie grâce aux leviers européens. La Chine, où l'on retrouve à Pékin pour RFI Stéphane Lagarde. On a suivi cette élection française vue de Chine, où on le sait, il y a aussi une communauté française qui, on l'imagine, a souhaité elle aussi participer à cette élection, Stéphane.
Oui, alors pour la communauté française, ça a été très difficile, tout simplement parce que les 2/3 de ces électeurs français sont confinés aujourd'hui en Chine. On a quand même 25 millions de confinés à Shanghai et beaucoup des électeurs français se trouvent à Shanghai. Les 4 bureaux du consulat de Shanghai étaient fermés, donc ils n'ont pas pu s'y rendre, évidemment, parce qu'ils étaient chez eux. Et comme vous le savez, pour les élections présidentielles, on n'a pas de vote électronique comme pour les législatives. On n'a pas non plus de procuration en visio. On est obligé de se déplacer et d'aller au consulat pour porter son mandat de procuration. Donc il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont tout simplement pas pu voter. Et même à Pékin, où je me trouve, où on pouvait voter, les circonscriptions ici sont XXL. Pékin, ça va jusqu'au Tibet pour l'ouest. Et puis de l'autre côté, jusqu'à la côte orientale, on a des grandes villes comme Tianjin, le port de Tianjin ou Qingdao, où des électeurs français aussi n'ont pas pu venir à Pékin, puisque Pékin est une bulle sanitaire dans la bulle sanitaire. Donc il aurait fallu 14 jours de quarantaine en arrivant et en revenant. Ça aurait été très cher pour pouvoir voter. Donc beaucoup d'électeurs français, malheureusement, ont été privés de ce vote. Et c'est assez difficile parce que beaucoup de ces Français sont restés depuis 2 ans. Beaucoup n'ont pas pu rentrer en France. La Chine a encore ses frontières fermées. Vous l'avez peut-être vu, il y a encore des résurgences Covid avec cette stratégie zéro Covid où les gens restent enfermés chez eux aujourd'hui. Et donc, ça a été difficile parce que le moment du vote, ils nous l'ont dit, c'est une grande frustration, une tristesse aussi. Le moment du vote, c'est aussi un moment où on se rapproche de la France. Donc, c'est sentimentalement difficile. Stéphane Lagarde, selon Marine Le Pen, rejeter Poutine favoriserait la création, la consolidation d'un bloc Chine et Russie, ce qui serait, dit la candidate du Rassemblement national, un problème pour, on va dire, l'Occident. Est-ce qu'elle voit juste ? En tout cas, la Russie et la Chine n'ont pas attendu Marine Le Pen pour se rapprocher. Xi Jinping et Poutine, donc le président chinois et le président russe, se sont vus une quarantaine de fois. Ils se sont revus encore pour signer ce traité d'éternité, enfin d'amitié en tout cas, solide comme un roc, au moment des Jeux Olympiques de Pékin, où les Occidentaux ne sont pas venus, donc ils se sont retrouvés à ce moment-là. Donc ils n'ont pas attendu Marine Le Pen. Et effectivement, aujourd'hui, les dirigeants chinois, alors on les voit moins que dans les capitales que vous avez visitées, il y a moins de conférences de presse ici, mais regardent de très près ce qui se passe en France. Et on a vu, notamment dans les médias officiels, je pense au Global Times, par exemple, qui est un journal qui est proche, une filiale même du quotidien du Peuple, dire que entre Marine Le Pen et Macron, il y avait une différence entre les bailleurs de fonds, en tout cas, soutenaient, les médias grand public soutenaient Emmanuel Macron et ne soutenaient pas Marine Le Pen. Donc ils font cette différence-là, ils regardent tout à fait ce qui se passe, sans dire pour qui ils prendront parti, parce que ce que veulent généralement les dirigeants chinois, c'est la stabilité. Donc évidemment, il y a pas ils prennent jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Mais en tout cas, c'est suivi de très près ici, effectivement. Ils n'ont pas attendu Marine Le Pen, encore une fois, les Russes comme les Chinois, pour se mettre d'accord et signer ces accords. Merci à vous en tous les cas. Merci Stéphane Lagarde de Radio France Internationale en direct de Pékin. Voilà pour ce qui relève de ces relations parfois compliquées évidemment avec la Chine. Nous allons revenir sur les priorités qui attendent dès le lendemain du deuxième tour. Celui ou celle qui sera donc élu, grosso modo, en tête de liste. Il y a le pouvoir d'achat, mais aussi l'âge de départ à la retraite. Et oui, Jean-François, on le sait, c'est l'un des dossiers brûlants qui a surgi à l'occasion de cette campagne. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a évoqué, la volonté de repousser à 65 ans l'âge de départ en retraite. Il y est revenu aujourd'hui, le président. Écoutez, c'était à l'occasion de son déplacement dans les Hauts-de-France. Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. Vous savez, moi, je veux rassembler. Donc vous ouvrez la porte, J'ouvre la porte très clairement. On verra. Je veux, si vous voulez. C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens. Et j'ai toujours assumé de faire des choses, y compris difficiles, quand il fallait les faire. Voilà, déplacement dans les Hauts-de-France et un entretien accordé à cette occasion à nos confrères de BFM TV. Sur ce sujet des retraites, Alix Bouillaguet, nous sommes au cœur de ce qui va se jouer dans les 15 prochains jours. Oui, on est au cœur de ce qui va se jouer dans les 15 prochains jours et on sent qu'on est au cœur surtout du principal problème d'Emmanuel Macron dans les 15 prochains jours. Vous voulez dire quoi, les retraites ? La réforme des retraites et qu'on voit, notamment à travers ce premier déplacement qui a eu lieu aujourd'hui dans les Hauts-de-France, qu'il a été beaucoup interpellé par les Français sur cet âge de 65 ans. Il sent que depuis le début de la campagne, c'est quand même ce qui cristallise le plus les protestations des électeurs éventuels. Et ce soir, il est allé même plus loin que ça. Enfin, il parle effectivement du référendum, mais il a confié qu'effectivement, la retraite à 65 ans n'était pas un dogme et que finalement,
aller jusqu'à 64 ans n'était pas tabou. Donc, avec une clause de revoyure après. Donc là, on sent quand même doucement qu'il est en train de mettre le pied sur le frein pour essayer de déminer au maximum cet encombrant sujet. Là-dessus, Julie-Marie Lecomte, vous avez une sensation qu'il y a une sorte de, non pas de recul de la part du candidat président ou président-candidat, mais peut-être une façon d'essayer de ne pas s'aliéner une partie de l'électorat. En tout cas, on est probablement là à une étape de la campagne, c'est-à-dire entre les deux tours, premier jour de campagne, là, il s'est passé quelque chose. Effectivement, moi j'ai suivi plusieurs déplacements avant le premier tour d'Emmanuel Macron. Systématiquement, dans les bains de foulée, il était interpellé sur cette question des retraites. Hier soir, ce qu'il dit dans son discours et qui reste relativement elliptique, c'est je vais tendre la main, mais on ne comprend pas très bien et on se dit, d'autant que finalement dans la première partie de la journée, il répète je veux convaincre, donc on se dit il veut convaincre, donc il ne fera pas de concession. Et puis finalement, on arrive à l'issue de cette première journée de campagne d'entre-deux tours avec ce qui finalement est à la fois une illustration très précise et un exemple très précis de ce que peut être une concession et une main tendue à la fois aux électeurs potentiels, à ce réservoir d'électeurs de gauche ou tout simplement d'électeurs inquiets. C'est un moyen, d'une certaine manière, d'avoir entendu le message des électeurs hier, Virginie Hertz ? C'est un moyen surtout de ne pas être totalement impopulaire, parce que c'est une réforme impopulaire. La réforme des retraites dans plein de pays européens, elle a eu lieu. D'ailleurs, c'est ce qu'espèrent certains voisins européens, que cette réforme se fera. Mais effectivement, c'est pas un suicide politique, mais c'est en tout cas très impopulaire et ce serait certainement une erreur politique de persister. Oui, Julie-Marie Lecomte. Et il enlève de façon assez maligne, si je peux dire, l'un des principaux angles d'attaque de Marine Le Pen, puisque c'était un des dossiers sur lesquels le plus systématiquement et finalement le plus facilement elle l'attaque. A contrario, Alix Bouillaguet, oui, encore un mot. Elle aussi a changé d'avis, changé de pied sur les retraites. Donc en fait, ils s'enlèvent mutuellement des arguments pour pouvoir batailler. Moi, je pense que c'est pas un bon signal. Alors on comprend tactiquement, politiquement pourquoi il fait ça. Effectivement, il voit que la réserve de voix, elle est plutôt du côté de la gauche et qu'il faut envoyer des signaux. Mais je trouve que ça a été le serpent de mer de ce quinquennat. C'est-à-dire qu'on a quand même eu 2 ans de grandes consultations. Je ne sais même plus comment ça s'appelait, la commission Delvoye. Non, je ne sais plus. Oui, absolument, oui. Bon, bah voilà. Et l'âge pivot. L'âge pivot, avec des concertations en veux-tu, en voilà. Et là, il reparle à nouveau de concertation. On se dit, mais il faut combien d'années pour faire une réforme de la retraite ? C'est le jour sans fin. Il y a l'autre grand sujet de cette campagne, le grand sujet de cette campagne présidentielle, c'est celui du pouvoir d'achat. Marine Le Pen en a fait son fer de lance, ce qui peut-être explique sa présence au deuxième tour. Elle qui propose d'abaisser à 0% la TVA sur un panier de 100 produits de base. Elle l'a exprimé aujourd'hui en déplacement dans l'Yonne. Il faut un panier de 100 produits avec une TVA à 0 pour pouvoir permettre aux Français, et notamment évidemment aux Français les plus modestes, de continuer à s'alimenter, de continuer à pouvoir acheter des produits d'hygiène. Cette baisse massive, puisque cette suppression en fait de la TVA sur ce panier de produits de première nécessité sera financée par une taxe sur les rachats d'actions, qui sont un système mis en place par les entreprises pour faire de la spéculation. Christophe Boisbouvier, on entend Marine Le Pen dire qu'elle va supprimer la TVA, mais ça ne veut pas dire pour autant que les prix vont baisser, puisqu'ils sont liés à des marchés mondiaux. La France, elle a aujourd'hui une prise concrètement sur les prix de ces matériaux, de ces biens alimentaires demain ? Il y a notamment la question énergétique, parce qu'elle dit 100 produits. Vous vous rappelez, avant, elle disait on va baisser de 20 à 5,5% les produits énergétiques, et c'est pas n'importe quoi, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est le fioul. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen fait passer de 5,5 à 0% ces produits fondamentaux et est-ce que, du coup, l'État va pouvoir continuer à vivre sans cette ressource fiscale fondamentale, puisqu'on sait bien que l'essence, la taxe sur l'essence, c'est l'un des produits fiscaux les plus rentables pour l'État. Donc là, on est vraiment dans une surenchère qui est vraiment intéressante pour tous les électeurs français. Cette surenchère sur le pouvoir d'achat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Oui, Sylvie Noël, ce sont les sujets du pouvoir d'achat sur lesquels les deux candidats sont très attendus finalement. Oui, ils sont très attendus. Le coût de l'énergie...
On présente en France le fait que notre secteur nucléaire pourrait permettre d'atténuer la hausse du coût de l'énergie, mais ce problème se retrouve de toute façon en Europe, dans la totalité de l'Europe. Et moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'il y a ce coût de l'énergie qui touche beaucoup de pays, mais l'augmentation des prix en France, certes, mais sur le pourtour méditerranéen, on a beaucoup d'interrogations sur la crise alimentaire que pourrait déclencher, alors notamment la guerre en Ukraine, hein, parce que l'Ukraine avec la Russie sont des gros producteurs de blé, de céréales, et cette crise entraîne une augmentation du prix du blé sur le marché, et c'est une interrogation que la France ou l'Europe va devoir avoir aussi sur le pourtour méditerranéen, notamment. Virginie Hertz. C'est-à-dire qu'effectivement, cette question du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie, c'est en France, c'est partout dans le monde, et ça va durer. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, on a deux facteurs. On a la guerre en Ukraine, qui va probablement durer encore un certain moment et qui déstabilise tous les marchés mondiaux. Et en parallèle, vous avez quand même la crise climatique. Donc, on n'en a pas parlé encore sur ce plateau. C'est peut-être l'occasion rapidement d'en dire un mot. Elle n'a pas été... On a vu le résultat de Yannick Jadot. Mais ces deux facteurs vont faire que, sur la durée, il va y avoir de toute façon une augmentation des prix. On est en campagne, donc on promet de tout faire pour maintenir au maximum les prix. Mais après le second tour, à un moment donné, il y aura une augmentation. Et ce sera quelque chose qu'il faudra gérer. Et ce qui est frappant, c'est que ces questions climatiques ou ces questions énergétiques ont été très peu abordées pendant la campagne électorale. Et pourtant, le pouvoir d'achat, c'est ça aussi. Et je pense que les journalistes, d'après plusieurs études, des journalistes ont seulement posé 3% de questions autour de ces thèmes. Et oui, disproportion entre les préoccupations et les questions. On va rester, nous, tout de même, dans ce qui a pu occuper dans le passé les campagnes présidentielles ici en France, et notamment la situation au Proche-Orient, facteur de tension parfois. Le pays, je vous rappelle, la France qui compte à la fois la plus forte communauté juive et musulmane d'Europe. Le conflit israélo-palestinien peut-il s'immiscer à nouveau dans l'actualité française? On retrouve à Jérusalem Gwendoline de Bono pour France 24. L'élection est suivie à Jérusalem, Gwendoline, par, on le sait, ces Français qui ont fait leur alia, c'est-à-dire leur émigration vers Israël, comme on dit, mais aussi peut-être par des Arabes israéliens ou par des Palestiniens. Oui, alors on ne peut pas dire que ce premier tour, en tout cas de l'élection présidentielle, ait été très suivi ici. Alors d'abord, ici, en ce moment, cette année, c'est à la fois le Ramadan, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Donc c'est une période de célébration et des célébrations qui se font dans un contexte qui est plutôt très tendu, puisqu'il y a depuis un mois une vague d'attaques terroristes en Israël. Encore la semaine dernière, 3 personnes ont été tuées à Tel Aviv après qu'un homme ait ouvert le feu sur des terrasses. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce premier tour de l'élection a été au cœur des préoccupations. Et d'ailleurs, ça se voit dans le vote de la communauté française ici en Israël. Les chiffres que l'on a qui sont remontés des bureaux sont très parlants. Il y a 90% d'abstention. C'est dire, il y a environ près de 60 000 inscrits sur les listes ici et seulement 5 000 personnes ont voté. Donc c'est vraiment très peu. Par ailleurs, sur ces personnes qui ont voté, Éric Zemmour est ici largement arrivé en tête avec 53% des suffrages. Mais 53% des suffrages dans ce contexte, eh bien, ça veut dire un tout petit peu plus de 3 000 personnes qui ont voté pour lui. 3 124 personnes exactement. Donc c'est assez difficile d'en tirer des conclusions, si ce n'est que la communauté française qui vit en Israël s'est complètement désintéressée de l'élection. Encore une question, Gwendoline Desbonneaux. Est-ce qu'il a été question en Israël de l'affaire de la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme de confession juive percuté par un tramway? C'était mi-février à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, à la suite d'une agression. Oui, ça a eu un écho, effectivement dans la communauté française ici. Ça a été perçu comme un révélateur, disons, à des choses qui ne vont pas en France. Ça a été le point de vue ici de la communauté française d'Israël. Le fait que ce soit Éric Zemmour qui ait parlé en premier de ces faits a également été traité dans la presse israélienne. Alors après, parler de conséquences sur le vote, encore une fois, avec 90% d'abstention, c'est très difficile de tirer des conclusions. Merci Gwendoline.
Antenne de Lynn de Bono pour France 24 à Jérusalem. C'est vrai, Julie-Marie Lecomte, on l'a évoqué dans les derniers jours de la campagne. On s'est interrogé, savoir si cette affaire Jérémy Cohen allait avoir une incidence sur le vote. Éric Zemmour l'a évoqué et immédiatement, d'autres dirigeants politiques, d'autres candidats à cette élection s'en sont saisis. Ouais, avec plutôt de la prudence, parce que je me souviens assez bien du jour où effectivement Éric Zemmour aborde ou dénonce le fait que soit passé sous silence depuis déjà un moment cet incident. Et finalement, Éric Zemmour fait ce qu'on appelle prosaïquement de la récupération, puisque même une partie de la famille de la victime dira il faut être extrêmement prudent. Et finalement, cette tentative de récupération assez vite, même si on a senti que les candidats ne voulaient pas passer à côté de quelque chose si jamais la nature antisémite, effectivement, de ce qui s'était passé était avérée. Voilà, il ne fallait pas passer à côté de ça parce que effectivement l'antisémitisme devait être dénoncé, etc. Mais dans la mesure où assez vite, y compris la maman de la victime a dit attention, soyons prudents. Finalement, j'ai le sentiment que la tentative de récupération d'Éric Zemmour a avorté. Alex Bouillaguet, sur l'évocation, pardonnez-moi, de ce fait qui raconte au fond peut-être l'insécurité dans ce pays, ça n'aura pas pris, si je puis dire, en fin de campagne. Nous étions déjà dans la problématique toujours de la guerre en Ukraine et du pouvoir d'achat. Oui, ça n'a pas pris et c'est vrai qu'il y aurait pu avoir le fameux syndrome papivoise qu'on avait connu en 2002 où effectivement un retraité se fait passer à tabac. Et la campagne Chirac 2002, absolument. Et c'est vrai que ça avait... pour le coup, sans doute un peu changé la donne. Et c'est vrai que la sécurité s'était invitée au cœur de cette campagne. Et à l'arrivée, on a vu une affiche qui n'était pas prévue. Lionel Jospin pas qualifié, Jean-Marie Le Pen qualifié. Je pense que Éric Zemmour, oui, à un moment, il a tenté, sur cette histoire douloureuse, et voilà, il a tenté un coup, et effectivement, qui n'a pas été repris, parce que dans le fond, il n'y avait pas de dysfonctionnement. Enfin, il y avait, si, une lenteur judiciaire, mais il n'y avait pas une volonté de manipuler les faits. Virginie Hertz, finalement, effectivement, la campagne, en tout cas, aura enjambé cette affaire et on sera resté vraiment sur des enjeux nationaux. Il n'y a pas eu non plus, évidemment, d'évocation du conflit israélo-palestinien, comme ça peut être le cas dans le passé. Oui, absolument, mais de façon plus générale, en fait, le conflit israélo-palestinien est un peu tombé sous les radars de l'actualité internationale, avec des processus de paix qui ont avorté. Donc là, avec les attentats qui commencent, c'est peut-être en train de reprendre, mais effectivement, c'est plus un thème qui est politisé autant en France. Voilà, il est temps de conclure ces 2 heures d'émission spéciale avec tous nos correspondants. Planète Élysée 2022, notre édition spéciale France Info, France 24 et Radio France Internationale s'achève. Allez, on se partage les rôles. Je vous dis merci Alix Bouillaguet et merci à vous également Julie-Marie Lecomte. Et on remercie Bertrand Galichet qui était avec nous dans la première partie de cette émission Planète Élysée 2022. Merci Virginie Hertz, merci également à Christophe Boisbouvier qui nous a rejoint entre-temps. Merci à Sylvie Noël et à tous nos correspondants qui ont assuré les directs dans ces grandes villes du monde entier. Il nous reste 13 jours avant le deuxième tour. Nous prenons date, mon cher Raphaël Kahn. Et oui, le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est dimanche 24 avril. Bonsoir Jean-François Killy, bonsoir à tous. Allez, Planète Élysée 2022, il est presque 22h.